Imaginez-vous être frappé par un sort d'invocation de héros qui n'était même pas destiné à vous, puis vous réveiller dans un autre monde avec la capacité de créer presque tout ce que vous pouvez imaginer. C'est exactement ainsi que ce salarié ordinaire est devenu accidentellement le plus grand cauchemar de tout le monde. Takami avait passé 40 années misérables à accomplir un travail ennuyeux de 9 à 5 jusqu'à ce que le destin décide de le troller de la manière la plus ridicule possible. Au lieu de devenir isekai comme le héros choisi, le pauvre mec s'est fait prendre par l'invocation du héros de quelqu'un d'autre par accident. Le sort a complètement effacé son corps, ne laissant rien d'autre que son âme confuse flottant au-dessus des nuages comme un message d'erreur Windows. Là, une belle déesse ailée nommée Nolan s'est présentée et s'est excusée pour la ratée cosmique. Elle expliqua que l'ennemi du Saint-Empire de Sédonia avait essayé d'invoquer un héros, mais que le sort avait si mal fonctionné que Takami était devenue la victime innocente. Se sentant coupable, elle promit de l'envoyer dans un tout nouveau monde avec des capacités de rang SS maîtrisées afin qu'il puisse enfin profiter de la vie que la Terre ne lui avait jamais donnée. Lorsque Nolan a demandé quel genre de pouvoir il souhaitait, Takemi a admis qu'il n'était pas un protagoniste d'anime avide de combat. C'était un lâche qui préférait créer des choses plutôt que combattre des monstres. Nolan a approuvé cet état d'esprit et a décidé de lui accorder des emplois basés sur la production comme l'alchimie et la forge. Puis, selon la méthode d'entraînement la plus suspecte jamais inventée, elle lui enfonça un cristal magique directement dans la bouche. Au moment où cela est entré dans son corps, une quantité insensée de connaissances a inondé son cerveau, donnant l'impression que quelqu'un avait téléchargé l'intégralité de Wikipédia dans son crâne sans demander la permission. Avant qu'il ne puisse se remettre de la migraine, Nolan l'a lancé dans le nouveau monde comme un boulet de canon. Lorsque Takemi s'est finalement réveillé au bord d'un lac paisible, il a vérifié son reflet et a failli avoir une crise cardiaque. Au lieu de son visage épuisé d'âge moyen, il ressemblait maintenant à un incroyablement beau jeune de 17 ans. Il fut presque distrait en admirant son propre visage avant de se rappeler qu'il avait de plus gros problèmes. Nolan lui avait laissé des provisions, notamment de la nourriture, de l'or et d'autres produits essentiels. Il a ensuite ouvert sa fenêtre de statut et a découvert qu'il avait reçu plusieurs compétences de production puissantes ainsi que de la magie élémentaire de base. Curieux de connaître son environnement, il explora la forêt voisine jusqu'à ce qu'il trouve une branche tombée d'un arbre monstre. Ses compétences d'analyse révélèrent qu'il s'agissait d'un excellent matériau d'arme. Il utilisa donc immédiatement la forge pour forger une lance robuste. Après cela, son analyse a montré que presque toutes les plantes à proximité étaient des herbes médicinales, transformant la forêt entière en pharmacie gratuite de mère nature. Soudain, une petite fille terrifiée se précipita vers lui. Quelques instants plus tard, un lapin cornu surgit des buissons. Ce psychopathe pelucheux avait l'air inoffensif, mais il était construit différemment. Il se jeta immédiatement sur la jeune fille, seulement pour que Takemi y enfonça sa lance fraîchement fabriquée et la tua d'un seul coup. Cette victoire lui a valu un niveau supérieur à celui de la classe des guerriers, mais honnêtement, il s'en fichait car frapper des objets pour gagner sa vie ne faisait pas partie de son plan de retraite. La jeune fille s'est présentée comme étant Molly et l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Comme Takemi n'avait absolument aucune idée de l'endroit où il se trouvait, il lui a demandé si elle pouvait le guider jusqu'à son village et elle a accepté avec joie. Avant de partir, elle lui a rappelé de ne pas gaspiller le lapin car il était délicieux. Alors Takami jeta nonchalamment le monstre entier dans sa boîte à objets. Ce n'est qu'après coup qu'il réalisa que montrer ses capacités de stockage magique devant des inconnus n'était probablement pas la première impression la plus intelligente. Pendant ce temps, très loin dans le Saint-Empire de Sidonia, 3 lycéens japonais ont été invoqués avec succès comme héros. L'impératrice Elisabeth les a personnellement accueillis et a affirmé qu'ils avaient été amenés là-bas pour sauver le monde. Alors que les deux garçons semblaient prêts à vivre leur fantasme de pouvoir, la seule fille sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. À ce moment précis, Nolan lui a secrètement accordé une bénédiction unique qui a permis à son instinct de toujours la guider vers la bonne décision. À l'instant où elle regarda Elisabeth, chaque instinct de survie de son corps criait que cette femme était dangereuse comme l'enfer, alors elle décida silencieusement de garder ses distances. Dans l'histoire de Takami, il est arrivé au village de Molly où ses parents l'ont chaleureusement remercié d'avoir protégé leur fille. Lorsqu'il leur a demandé s'ils pouvaient rester un moment, ils l'ont accueilli avec plaisir. Ils lui présentèrent le forgeron du village qui lui expliqua que la forêt environnante regorge d'herbes médicinales, tandis qu'une mine voisine fournissait des minerais précieux, faisant du village un paradis pour les artisans. Le passionné d'artisanat intérieur de Takami s'est immédiatement réveillé. Le seul problème était qu'il n'y avait même pas d'auberge où séjourner. Il a proposé de camper dehors.
Mais les villageois ont refusé de laisser leur nouveau VIP dormir par terre. Ils se rassemblèrent, le conduisirent vers un terrain vide, et Takami aplatit la terre avec la magie de la terre. Le sort drainait presque tout son mana et le récompensait par un mal de tête épouvantable, mais les villageois étaient trop occupés à être étonnés car les utilisateurs de magie étaient incroyablement rares. Ensemble, ils lui ont construit une maison en un rien de temps, tandis que Takemi fabriquait lui-même des meubles en utilisant la menuiserie et la forge. Une fois que tout fut terminé, il passa de classe active de guerrier à alchimiste parce que cela lui convenait beaucoup mieux. Une fois sa maison convenable sécurisée, il commença immédiatement à expérimenter les minerais qu'il avait extraits aux côtés du forgeron. Rêvant déjà de transformer des matériaux bon marché en trésors inestimables, il raffina le fer en utilisant l'alchimie pure sans avoir besoin de four. Il éliminait simplement les impuretés avec la magie avant de façonner le métal en lingots propres. Cela consommait des quantités ridicules de mana, mais ce passionné d'artisanat avait déjà oublié le sens de la modération. Molly est finalement venue l'appeler pour le dîner et l'a trouvé inconscient sur le sol après avoir vidé jusqu'à la dernière goutte de mana. Ses parents se sont précipités vers lui, l'ont réprimandé pour avoir agi comme un idiot et lui ont forcé une potion de récupération de mana dans la gorge. À partir de ce moment-là, Molly et sa mère le gardèrent pratiquement tous les jours pour l'empêcher de tomber prématurément dans la tombe. Pendant son temps libre, il aidait le forgeron du village à forger des armes de haute qualité, améliorant ainsi sa classe de forgeron. Plus tard, il a emprunté plusieurs potions au père de Molly afin de pouvoir procéder à l'ingénierie inverse de leurs recettes. Le chef du village a accepté et a même promis d'acheter toutes les potions réussies produites par Takemi. Enthousiasmé par le défi, Takemi est rentré chez lui et a commencé à cuisiner tout en vénérant mentalement Jesse Pinkman et Walter White comme s'ils étaient les alchimistes légendaires. Il créait fièrement des potions bleues brillantes qui semblaient étrangement familières, même si la couleur n'était pas tout à fait correcte. Le lendemain, ce passionné de chimie s'est promené dans la forêt et a commencé à manger toutes les plantes vénéneuses qu'il pouvait trouver, juste pour pouvoir ensuite purifier les toxines et développer une résistance au poison. N'importe quelle personne normale aurait suivi une thérapie. Takemi a plutôt choisi la guerre chimique auto-infligée. Alors qu'il se remettait d'un poison particulièrement dangereux, un énorme sanglier blindé se précipita soudainement sur lui. Sa lance se brisa à l'instant où elle entra en collision avec le monstre, et même sa magie offensive effleura à peine sa peau. Alors qu'il se retirait désespérément, il tomba sur une araignée venimeuse blessée. Il se prépara à combattre les monstres immédiatement, mais l'araignée sauta de manière inattendue sur le visage du sanglier, le distrayant suffisamment longtemps pour lui faire gagner de précieuses secondes. Alors que le monstre chargeait à nouveau, il fit la dernière chose à laquelle on s'attendait. Au lieu d'esquiver, il sauta droit vers lui et activa son alchimie directement sur son cerveau, le décomposant instantanément de l'intérieur. Après avoir à peine survécu à la bataille, Takemi s'est dirigé vers l'araignée blessée et a soigné ses blessures pour la remercier de son aide inattendue. Alors qu'il se préparait à partir, son système l'informa soudain que l'araignée avait été apprivoisée avec succès. Takemi a complètement perdu la tête, mais l'araignée l'a regardé avec les yeux de chiot les plus tristes imaginables jusqu'à ce qu'il abandonne finalement. Il l'a nommé Maple en raison du motif en forme de feuille sur son dos, déclenchant une évolution qui a permis à l'araignée de parler. Parce qu'apparemment, ce monde récompensait la gentillesse en distribuant du carburant de cauchemar qui pouvait alimenter les conversations. Takami a ramené Maple au village où tout le monde a immédiatement paniqué. Leur choc n'a fait qu'augmenter après avoir appris qu'il avait apprivoisé un monstre insecte, quelque chose que presque personne n'avait jamais accompli. Takami a ignoré cela et a dit à tout le monde de se concentrer plutôt sur le sanglier géant parce que le dîner se tenait juste là. Cette nuit-là, les villageois ont célébré avec un immense festin et le père de Molly a récompensé Takami avec les précieux matériaux du monstre. Il l'a également encouragé à visiter la ville voisine un jour, car quelqu'un avec son talent ridicule méritait bien plus que de passer toute sa vie dans un petit village. Regardant tout d'en haut, Nolan sourit fièrement au progrès de Takemi. Une autre déesse apparut alors à côté d'elle et se demanda si Takemi était vraiment spécial. Après tout, Nolan ne lui avait pas seulement donné un nouveau corps et des pouvoirs incroyables. Elle l'avait secrètement envoyé dans ce monde un an entier avant que l'Empire Sidonia n'invoque les véritables héros. Quelques jours plus tard, Takumi se réveilla pour se rendre compte qu'il avait été enveloppé comme les restes de la veille dans le cocon de soie de Maple. Il a immédiatement commencé à crier après la petite araignée, exigeant de savoir à quoi elle pensait,
Maple a admis nerveusement qu'il l'avait ignoré pendant des jours en étant obsédé par les potions, alors elle l'avait mis dans un cocon juste pour attirer l'attention de son père. En entendant cela, Takumi réalisa qu'il avait vraiment négligé son nouveau compagnon. Se sentant coupable, il promit de passer toute la journée à jouer avec elle au lieu de travailler, et Maple rebondit d'excitation, comme si elle venait de gagner à la loterie. Malheureusement pour Takumi, la mère de Molly est arrivée avec le petit déjeuner au pire moment possible et a trouvé une araignée géante joyeusement assise sur lui. Avant que les choses ne deviennent plus gênantes, ses yeux se posèrent sur la soie étincelante de Maple suspendue au plafond. La femme d'affaires qui sommeille en elle s'est immédiatement réveillée et Takumi et Maple savaient qu'ils venaient de créer un autre monstre. Elle a rapidement tissé la soie pour en faire une chemise luxueuse qui avait l'air si chère que seuls les nobles pouvaient normalement se le permettre. En quelques heures, toutes les femmes du village ont entouré Maple comme si elle était une célèbre créatrice de mode et les araignées ont absorbé sans vergogne toute l'attention. Elle a même dit à Takumi qu'elle était trop occupée avec son nouveau fan club pour jouer davantage, laissant le pauvre gars abandonné par son propre animal de compagnie. Comme tout le monde l'avait apparemment trahi pour des vêtements brillants, Takumi a rendu visite au forgeron du village qui avait fini de lui fabriquer une armure légère en cuir. Pendant qu'il était là-bas, le père de Molly lui a demandé de façon inattendue quand il prévoyait de quitter le village. Takumi se figea parce qu'il se demandait comment lui dire au revoir, mais il s'avéra que les villageois avaient déjà décidé que ses talents étaient bien trop précieux pour rester cachés pour toujours. Ils révélèrent qu'un commerçant de la ville voisine arriverait la semaine prochaine et lui avait déjà réservé une place dans sa calèche. Takumi a été profondément touché par leur gentillesse et les a sincèrement remerciés. Plus tard, il a trouvé la mère de Molly se préparant à jeter les intestins de plusieurs lapins à cornes, parce que le village ne disposait pas des méthodes appropriées pour les nettoyer. Takumi les purifia avec désinvolture avec de la magie sacrée. Elle était abasourdie, mais au lieu de le féliciter, elle l'a averti de ne jamais montrer ce pouvoir en public. Les utilisateurs d'éléments sacrés étaient extrêmement rares, et afficher cette capacité revenait essentiellement à supplier des personnes puissantes de ruiner sa vie paisible. Prenant ses conseils au sérieux, Takumi a plutôt passé le reste de la semaine à améliorer le village. Il a construit un solide mur de pierre autour pour le protéger et a même créé de simples pompes à eau pour que tout le monde puisse obtenir de l'eau propre plus facilement. Lorsque le marchand Pepek arriva finalement la semaine suivante, il faillit tomber de sa voiture après avoir vu l'immense mur entourant ce qui était censé être un petit village. Alors qu'il discutait affaires avec le père de Molly et le forgeron, Takumi arriva et se présenta. Avant de partir, il informa discrètement le père de Molly qu'il avait stocké 100 bouteilles de potions de guérison chez lui au cas où le village serait un jour en danger. Pepek a examiné une bouteille et a failli avoir une crise cardiaque après avoir réalisé l'incroyable qualité de la potion. Pendant ce temps, les villageois ont offert à Takumi une veste de voyage spéciale tissée en soie d'érable. Après avoir remercié tout le monde de lui avoir offert une nouvelle maison dans ce monde étrange, il monta dans la voiture. Alors que les villageois lui disaient au revoir, Takumi ne pouvait s'empêcher de se sentir ému, car ce petit village était devenu sa première vraie famille dans un autre monde. Même les gardes du corps endurci de Papek donnaient l'impression que quelqu'un avait commencé à couper des oignons à proximité. Pendant le voyage, Papek a présenté ses escortes, la blonde Heath, le rousse bruyant et le chauve et silencieux Bogger, qui avaient l'air d'être nés avec une énergie permanente de PNJ. Pendant que ces trois-là se disputaient l'attention de Maple, Popek demanda si Takumi serait prêt à vendre les potions de guérison qu'il avait fabriquées. Avant qu'il n'ait pu négocier, la voiture s'est soudainement arrêtée car plusieurs gobelins bloquaient la route. Pepek parut immédiatement prêt à rédiger son testament, mais ses aventuriers embauchés intimidèrent si durement les gobelins que le combat se termina avant même que Takumi ne puisse s'étirer. 3 jours paisibles plus tard, ils arrivèrent à Bolton. Takumi a d'abord visité la guilde des aventuriers dans l'espoir de rejoindre une guilde d'alchimistes pour ensuite apprendre qu'une telle guilde n'existait même pas. Légèrement déçu, il s'est inscrit comme aventurier et a officiellement enregistré Maple comme son monstre apprivoisé. Par la suite, il a rencontré à nouveau Pepek pour négocier l'accord sur les potions. Le marchand lui a proposé un prix si généreux que Takumi a passé près d'1 minute entière à faire un calcul mental avant de réaliser qu'une seule transaction l'aurait rendu riche au Japon. Au lieu d'exploiter le nouveau venu désemparé, Patek l'a encouragé en lui disant que ses produits deviendraient encore plus précieux une fois sa réputation renforcée. Takumi est devenu méfiant parce que les marchands étaient censés voler des recrues innocentes, pas les aider. Patek a alors proposé de louer une maison avec un atelier pour développer la production. Takumi a failli s'évanouir après avoir imaginé le coup,
mais Patek a simplement organisé une location abordable par l'intermédiaire de son majordome. La propriété s'est avérée être un immense manoir avec son propre atelier, ce qui a amené Takumi à se demander si ce marchand avait secrètement un plan d'adoption au lieu d'un plan d'affaires. Même si l'accord semblait incroyablement bon, il l'a accepté et a emménagé le lendemain. Naturellement, la toute première chose que cet ancien salarié japonais a construite n'était ni des meubles ni des armes, c'était de vraies toilettes. La civilisation avait des priorités. Le projet a vidé la majeure partie de son mana, et alors qu'il récupérait avec des potions de mana, il a soudainement entendu des cris venant du couloir. Se précipitant dehors, il découvrit que Maple avait enveloppé Papak dans un autre cocon parce qu'elle croyait sincèrement que les gens appréciaient ça. Takumi la corrigea rapidement, expliquant que seuls les enfants du village avaient trouvé ça amusant. Ironiquement, Pepich a admis que le cocon était en réalité incroyablement confortable. Après l'avoir libéré, Takumi s'est excusé avant de lui montrer les toilettes magiques. Pepich regarda le chef-d'œuvre en céramique auto-purifiant comme s'il avait découvert la plus grande invention de l'histoire. Lorsque Takumi a expliqué que la magie sacrée nettoyait automatiquement tout, Pepech a immédiatement réalisé à quel point cette information était dangereuse. Takumi lui a demandé de garder le secret et Pepech a accepté sans hésitation. Puis, prouvant qu'il était d'abord un homme d'affaires et ensuite un humain, il commanda immédiatement 100 toilettes magiques supplémentaires. Il a également conseillé à Takumi d'embaucher des aides de confiance, suggérant des esclaves au lieu d'employés ordinaires, car il pourrait garder sa magie sacrée cachée en toute sécurité. Au début, Takumi détestait l'idée, mais Papek expliqua que les personnes dotées de magie sacrée étaient souvent capturées par des églises puissantes et forcés de passer leur vie à guérir les autres dans un but lucratif. Réalisant que la situation n'était pas aussi simple qu'il le pensait, Takumi accepta à contre-cœur d'en entendre au moins davantage. Papek l'a ensuite emmené dans une compagnie d'esclaves respectée. En attendant, Takumi erra dans le jardin et rencontra une belle elfe qui lui dit froidement de partir car cet endroit n'était pas pour quelqu'un comme lui. Confus par son hostilité, il continua à entrer et rencontra l'élégante femme qui dirigeait l'entreprise. Elle expliqua calmement que l'esclavage dans ce royaume était fortement réglementé. Les maîtres devaient fournir de la nourriture, des vêtements, un abri et des droits fondamentaux, tandis que les abus imposant un travail supplémentaire au-delà du contrat étaient illégaux. Illégal. Elle a également expliqué les différentes catégories d'esclaves, notamment les esclaves pour dette, les criminels en quête de rédemption, les prisonniers de guerre et les malheureuses victimes kidnappées par des bandits. Après avoir tout entendu, Takumi réalisa que le système était bien plus humain qu'il ne l'avait imaginé. Papek a expliqué que Takumi avait besoin de quelqu'un d'assez loyal pour protéger les secrets entourant ses capacités. Interrogé sur ses besoins, Takumi a répondu qu'il avait besoin d'une personne pour gérer sa grande maison et d'une autre capable de le protéger lors des voyages de rassemblement et des quêtes de guilde. Le propriétaire a présenté Maria, une gentille jeune femme kidnappée par des bandits alors qu'elle était enfant et qui était devenue très compétente en matière de ménage. Takumi a rapidement appris qu'elle pouvait gérer elle-même un manoir entier. Se demandant pourquoi quelqu'un d'aussi capable était encore disponible, il la complimenta innocemment, faisant instantanément rougir Maria d'un rouge vif. Elle l'a rapidement prévenue de ne pas s'attendre à quelque chose d'inapproprié car elle n'était là que pour faire son travail. Takumi est devenu si énervé qu'il a pratiquement commencé à se présenter comme l'employeur le plus sûr au monde. Satisfait que les deux s'entendent bien, le propriétaire a complété le contrat faisant de Maria une partie officielle de la maison de Takumi. Cependant, elle a admis qu'il n'avait actuellement aucun guerrier approprié à recommander. Maria a discrètement suggéré une autre candidate nommée Sophia pour ensuite se faire réprimander pour avoir parlé de manière déplacée. Takumi est devenu curieux et a quand même insisté pour la rencontrer. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, il fut choqué de découvrir l'elfe froid du jardin. Le propriétaire a révélé que Sophia avait été capturée lors d'une guerre avec les elfes 50 ans plus tôt. Des années de souffrance avaient laissé son corps gravement endommagé, tandis qu'une puissante malédiction avait scellé sa magie, rendant quelqu'un qui avait autrefois été incroyablement fort, complètement incapable de se battre. En demandant une conversation privée, Takumi a examiné son statut avec ses compétences uniques et a découvert que sous toutes ses blessures et malédictions se cachait un guerrier incroyablement puissant. Dès qu'il a réalisé qu'il pouvait la guérir, il a immédiatement rappelé le propriétaire et a déclaré qu'il souhaitait également conclure un contrat avec Sophia. Sophia a immédiatement averti Takumi qu'elle était actuellement plus inutile que Sakura dans un combat, mais Takumi a simplement déclaré qu'il était le fier président du Icon Fixer Club
et a refusé de reculer. Bientôt, les formalités administratives furent complétées et le marchand d'esclaves finalisa les contrats plaçant officiellement Maria et Sofia sous la garde de Takumi. Sur le chemin du retour, Maple s'est immédiatement lancé sur Takumi au moment où il a ouvert la porte d'entrée, le faisant tomber à terre. Sofia a paniqué et s'est précipitée en pensant que son nouveau maître était attaqué par un monstre seulement pour que Takumi explique avec désinvolture que l'araignée géante était en fait son adorable animal de compagnie. Les deux filles échangèrent des regards confus avant d'accepter silencieusement que leur nouveau maître était un cinglé absolu au-delà de l'entendement humain. Comme le manoir avait plus de pièces vides que de personnes qui y vivaient, Takumi a donné à chaque fille sa propre chambre et leur a dit de se sentir chez elle, les encourageant même à utiliser le bain quand elles le voulaient. Les filles n'ont pas perdu de temps et se sont dirigées droit vers elle. Tout en se relaxant dans le bain, Maria a admis qu'elle ne s'était jamais attendue à ce que le marchand d'esclaves laisse Sofia partir parce qu'elle avait toujours traité l'elfe comme un membre de la famille. Elle supposait que Takumi devait être quelqu'un de spécial. Pendant ce temps, Sofia ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange contrat qu'elle avait vu plus tôt. Presque toutes les informations personnelles de Takumi avaient été mystérieusement cachées, le faisant paraître plus suspect que digne de confiance. Ensuite, tout le monde s'est réuni pour un dîner où Takumi avait déjà préparé le repas lui-même. Maria a immédiatement commencé à faire la moue parce que cuisiner était censé être sa responsabilité, tandis que Sofia se sentait mal à l'aise de manger à la même table que son maître. Takumi s'en moqua simplement et leur dit que tout le monde dans sa maison mangeait ensemble parce qu'il n'était pas intéressé à agir comme un noble coincé. Le lendemain, un colis de Pépec est arrivé et après l'avoir reçu, Takumi s'est rendu en ville pour faire du shopping. En se promenant dans la ville, il remarqua une église dédiée à la déesse Nolan et entra négligemment pour prier. Curieux, il se demanda pourquoi Nolan méprisait le Saint-Empire de Sidonia alors même qu'il prétendait l'adorer. Soudain, la voix de Nolan résonna dans l'église. Et la prochaine chose que Takumi comprit, c'est qu'il flottait à nouveau au-dessus des nuages. Sa première pensée fut qu'il était mort pour la deuxième fois ce mois-ci. Nolan a ri et lui a assuré qu'elle l'avait simplement invité pour une conversation privée. Elle expliqua que son original appartenait à l'église de la création, mais que Sidonia avait créé l'église de la lumière divine, qui adorait un dieu qui n'existait même pas. Usant de leur influence politique, ils ont lentement écarté son église tout en prétendant agir au nom de la foi. Nolan a admis qu'elle aurait pu intervenir, mais a choisi de ne pas se mêler de la stupidité de l'humanité. Puis elle a lâché une autre bombe. Même si toutes les bénédictions qu'elle lui avait données resteraient pour toujours, le peu de chance divine qu'elle avait secrètement ajouté pour le protéger était sur le point de s'épuiser. Jusqu'à présent, de nombreuses rencontres heureuses et des personnes utiles avaient croisé son chemin grâce à sa bénédiction, mais à partir de ce moment, la vie allait devenir beaucoup plus dure. Des ennemis apparaîtraient, des gens le trahiraient, et résoudre les problèmes ne serait plus aussi facile. Takumi a finalement réalisé qu'il avait vécu avec une armure de complot cachée tout ce temps, et maintenant, les roues d'entraînement se détachaient. La conversation prit fin, et il se retrouva à l'intérieur de l'église. Dès son retour chez lui, Maple Body l'a de nouveau critiqué parce qu'apparemment, l'espace personnel n'existait pas dans son vocabulaire. Pendant que Maria et Sofia l'aidaient à ramasser tout ce qu'il avait laissé tomber, Sofia a presque atteint le mystérieux colis que Paypack avait envoyé. Takumi le fourra instantanément dans sa boîte à objets avant de pouvoir le toucher et se précipita dans son atelier. Cela n'a fait que rendre Sofia encore plus méfiante puisque le paquet avait été emballé dans du papier magique coûteux. Curieuse, elle le suivit tranquillement. À sa grande horreur, elle regarda Takumi enduire un couteau de poison mortel avant de lui ouvrir calmement la main. Tout en endurant la douleur, il purifiait le poison avec de la magie sacrée encore et encore pour augmenter ses capacités de guérison. L'homme se torturait littéralement pour des points d'expérience, comme s'il avait complètement désinstallé l'autopréservation de son cerveau. Tout en gémissant de douleur, il marmonna soudain le nom de Maria, faisant croire à Sofia que quelque chose de terrible s'était produit. Elle fit irruption dans l'atelier, prête à protéger Maria à tout prix, mais avant qu'elle puisse dire grand-chose, le sort qui drainait son corps la submergea et elle s'effondra directement dans les bras de Takumi. Il remarqua une petite blessure sur sa main et essaya immédiatement de la guérir, pour découvrir que sa malédiction résistait si farouchement à la magie sacrée que chaque sort drainait d'énormes quantités de mana. Pourtant, après s'être épuisé, il réussit à soigner sa blessure tout en augmentant légèrement son niveau de magie sacrée. Il lança une malédiction avancée, suivie d'une puissante magie de guérison élevée. La pièce s'éclaira lorsque la malédiction fut finalement brisée. Les blessures de Sofia ont disparu et même son oreille manquante s'est complètement régénérée. Quelques heures plus tard,
Sophia s'est réveillée avec les cris excités de Maria. En se regardant dans un miroir, elle réalisa que son oreille était revenue et, plus important encore, que la malédiction qui scellait sa magie avait disparu. Elle pouvait enfin sentir son mana couler à nouveau naturellement après des décennies. Submergée par l'émotion, elle s'empressa de remercier Takumi. Avant qu'elle ne puisse mal comprendre quoi que ce soit d'autre, Takumi expliqua tout honnêtement, il a admis qu'il s'était empoisonné tous les jours juste pour augmenter sa magie sacrée afin de pouvoir éventuellement la guérir. Il a également expliqué qu'il n'avait mentionné le nom de Maria que parce qu'elle avait accidentellement jeté des herbes vénéneuses plus tôt. Lorsque Sophia lui a demandé pourquoi il risquait sa propre vie pour quelqu'un qu'il connaissait à peine, Takumi a simplement souri et lui a rappelé qu'il était toujours président du I Can Fixer Club. Cette réponse ridicule a en quelque sorte frappé plus fort que n'importe quel discours émotionnel. Les larmes remplirent les yeux de Sophia alors qu'elle s'agenouillait devant lui et lui jurait sa loyauté éternelle. Le lendemain, Takumi visita la bibliothèque dans l'espoir d'étudier l'alchimie pour découvrir que l'endroit entier ne contenait que 4 livres sur le sujet. Il se demandait comment tout le monde pouvait ignorer quelque chose d'aussi utile jusqu'à ce qu'il réalise que ces livres étaient écrits dans une langue ancienne que personne d'autre ne pouvait comprendre. Cependant, grâce à la bénédiction de Nolan, il pouvait lire chaque mot avec facilité. De retour chez lui, il s'est remis au travail pour produire 100 sièges de toilettes magiques pour Paypack, avant de finalement décider de faire une pause dans la production continue. Lorsque Maria a demandé ce qui allait suivre, Takumi a révélé qu'il voulait quitter la ville pendant un moment et explorer le monde. Sophia l'accompagnait en tant que garde du corps, tandis que Maria restait sur place pour gérer la maison. Maria a immédiatement rejeté cette idée et a insisté pour se joindre également à l'aventure. Takumi hésita parce qu'il ne voulait pas entraîner quelqu'un sans compétences de combat dans un territoire dangereux. Maria a instantanément activé la compétence la plus mortelle connue de l'humanité, les dégâts émotionnels. Elle a pleuré en disant que rester seule à la maison sans Takumi, Sophia ou même Maple serait aussi misérable que d'être des toilettes abandonnées au milieu d'un désert brûlant. Takumi la regarda avec une incrédulité totale, se demandant pourquoi ce gremlin aux cheveux roux inventait toujours les métaphores les plus étranges imaginables. Avant de prendre une décision, il a vérifié son statut à l'aide d'une analyse. À sa grande surprise, Maria n'était pas du tout une femme de chambre ordinaire. Elle était une servante de combat parfaitement entraînée avec des statistiques de combat qui étaient en réalité supérieures aux siennes. Après avoir vu cela, même Takumi n'avait plus d'excuses. Sophia a également soutenu Maria en promettant de la former pendant le voyage. Alors il a finalement accepté. Il a ensuite rassemblé tout le monde dans son atelier pour préparer le nouveau matériel. Sophia a demandé plusieurs armes pour différentes situations de combat, alors que Maria a admis qu'elle était spécialisée dans les épées courtes et les couteaux. Sophia a immédiatement rejeté cette idée et a déclaré qu'elle apprendrait à Maria à utiliser une lance à la place, car les couteaux manquaient de portée. Pendant que les filles s'entraînaient dehors, Takumi passait des journées entières à forger de belles armes, à y graver des motifs décoratifs et à les renforcer avec des enchantements. Puis, son cerveau a commis une erreur critique. En regardant les couteaux qu'il avait fabriqués pour Maria, il les imagina accidentellement attachés à ses cuisses et souffrit d'un saignement de nez si violent que même Maple parut inquiet. Réalisant qu'il avait également besoin de mesures précises pour fabriquer une armure, il accepta que demander directement aux filles le tuerait probablement d'embarras. Au lieu de cela, ce dégénéré absolu a créé des poupées en bois grandeur nature ressemblant à Maria et Sophia pour les utiliser comme modèles adaptés. Heureusement, Maple a fait irruption dans l'atelier avant que ses 2 dernières cellules cérébrales ne le convainquent de faire quelque chose d'incroyablement stupide. Après avoir récupéré un peu de soie de Maple, Takumi a conçu avec enthousiasme une armure légère déguisée en vêtements ordinaires. Quelques jours plus tard, l'équipement fini convenait parfaitement aux 2 filles. Lorsque Sophia se demanda comment il avait deviné leurs mesures exactes, Maple faillit révéler son secret avant que Takumi ne la fasse désespérément taire. Il les distraya rapidement en leur présentant des anneaux de mithril enchantés qui augmentaient considérablement la vitesse d'incantation des sorts. Une fois que tout le monde fut équipé, le trio se dirigea vers la guilde des aventuriers où Maria et Sophia se sont officiellement inscrites comme aventurières avant de former un groupe avec Takumi. Le réceptionniste a rappelé à Takumi qu'il devait accomplir une quête obligatoire pour conserver sa licence d'aventurier active.
Alors qu'ils cherchaient quelque chose de simple sur le tableau de quête, un groupe de perdants en surpoids se sont vantés et ont commencé à dire à Sofia et Maria d'abandonner le joli garçon maigre parce qu'il pourrait leur offrir une bien meilleure équipe. L'instinct de survie de Takumi le suppliait de rester silencieux, mais sa fierté ne permettait pas à ceux qui marchaient de manquer de respect à ses compagnons. Il s'est avancé et a rôti le plus gros gars, disant que sa mère devait être si incroyablement massive que même Superman aurait besoin de renfort pour la soulever. L'insulte a atterri comme une bombe nucléaire. Furieux, le voyou géant lança un coup de poing, seulement pour que son poing s'écrase contre le corps de Takumi, qui avait été secrètement recouvert de diamants par alchimie. Au lieu de blesser Takumi, l'idiot s'est brisé la main. Alors que le reste du gang se préparait à lui sauter dessus, le maître de guilde Barak a fait irruption et a fermé tout le cirque. Au début, il soupçonnait Takumi, mais la réceptionniste lui expliqua exactement ce qui s'était passé. Barak a expulsé les fauteurs de troubles avant d'entraîner le groupe de Takumi dans son bureau. Après avoir appris que Takumi avait temporairement transformé du charbon de bois en diamant et s'en était enduit, Barak réalisa finalement qu'il n'avait pas affaire à un aventurier ordinaire, mais à un alchimiste incroyablement talentueux. Le réceptionniste a également souligné que le fait d'avoir 2 belles filles dans son groupe attirerait constamment des idiots peu sûrs d'eux et à la recherche d'ennuis. Pour aider à le protéger, Barak a offert à Takumi une chance d'obtenir une promotion immédiate au Rendez, en accomplissant plusieurs quêtes plus difficiles. Sofia et Maria soutenant pleinement l'idée, Takumi a accepté à contre-cœur. Leur première mission consistait à éliminer les gobelins. Guidés par les sens aiguisés de Maple, ils localisèrent rapidement un groupe. Sofia a instantanément effacé 2 gobelins avant même que les autres ne comprennent ce qui se passait, tandis que Maple a piégé les monstres restants dans de la soie, permettant à Takumi et Maria de les achever sans effort. Après avoir terminé d'autres quêtes d'extermination de gobelins et de kobolds, Takumi remarqua qu'il y avait beaucoup trop de gobelins errant dans la zone. Sofia a conclu qu'un général gobelin devait commander une horde massive à proximité. Normalement, il fallait plusieurs groupes de Rendez pour en vaincre un, mais Sofia croyait avec confiance que leur groupe pouvait y faire face. Takumi ne voulait absolument rien avoir à faire avec 300 gobelins assoiffés de sang, mais les 2 filles semblaient bien trop excitées par l'idée de violence. Juste avant leur départ, Maple annonça qu'elle était sur le point d'évoluer. Takumi a immédiatement créé une dimension de poche en utilisant la magie de l'espace-temps et l'a laissé se reposer en toute sécurité à l'intérieur jusqu'à la fin de l'évolution. Après avoir atteint le bastion gobelin, Sofia estima qu'il y avait près de 300 ennemis qui attendaient. Takumi a presque commencé à rédiger son dernier testament, mais Sofia a confirmé avec la magie du vent qu'aucun captif innocent ne se trouvait à l'intérieur. Sans otage à craindre, le groupe a déclenché une puissante magie de zone d'effet qui a anéanti d'énormes sections de l'armée gobeline en quelques secondes. Le général gobelin furieux chargea finalement directement vers Takumi, mais il bloqua calmement son attaque avant de rôtir l'idiot vert surdimensionné avec un sort de feu à bout portant. Complètement vidé après la bataille, le groupe est retourné à la guilde avec une quantité tellement absurde de matériaux de monstres et de pierres magiques que le réceptionniste a failli souffrir d'une crise cardiaque. Il a immédiatement convoqué Takumi au bureau du maître de guilde Barak, où l'homme chauve a explosé après avoir appris qu'un groupe de recrues avait anéanti un général gobelin qui nécessitait normalement plusieurs équipes expérimentées pour être vaincu. Soudain, la dimension de poche s'est ouverte juste devant la tête chauve et brillante du maître de guilde Barak, et avant que quiconque puisse réagir, une petite main l'a poussé en arrière, dépassant Maple après son évolution, ressemblant maintenant à une fille mi-araignée, mi-humaine. Elle s'est présentée avec joie, tandis que tout le monde remettait collectivement en question la réalité. Barak regarda le groupe pendant quelques secondes, renonçant complètement à essayer de comprendre quel cirque Takumi avait introduit dans sa guilde, et leur dit simplement de rentrer chez eux avant que ses cellules cérébrales restantes ne démissionnent également. Quelques jours plus tard, Maria s'est approchée maladroitement de Takumi et lui a demandé s'il lui restait des restes de tissu parce qu'elle voulait coudre des sous-vêtements pour elle et Sofia. Takumi a jeté un coup d'œil à son simple croquis et a immédiatement déclaré que ses dessins étaient criminellement dépassés. Il a dessiné un ensemble moderne avec des rubans et de meilleures coutures faisant briller les yeux de Maria. Elle le supplia aussitôt de les fabriquer lui-même. À ce moment-là, Maple sauta hors de sa poche dimensionnelle et informa Takumi que Tapek était arrivé. Lorsque Takumi sortit, il trouva le marchand inconscient parce que le pauvre gars avait été témoin de la forme évoluée de Maple. Après que Pepek se soit remis de ses dégâts émotionnels, il a révélé que la marquise Godwin
voulait rencontrer Takumi immédiatement au sujet des toilettes autopurifiantes. Takumi s'attendait à un autre noble arrogant, mais Godwin s'est avéré étonnamment humble. Il remercia Takumi pour les toilettes magiques et pour avoir vaincu le général Gobelin, expliquant que de telles inventions profitaient grandement à la ville. Cependant, il l'a également averti de rester prudent, car si le Saint-Empire de Sidonia apprenait l'existence de quelqu'un possédant à la fois de la magie sacrée et des inventions de niveau génie, il s'en prendrait absolument à lui. Takumi rentra chez lui mentalement épuisé, mais toute cette fatigue disparut au moment où Maple lui tendit un tissu doux et qu'il se souvint de la demande de sous-vêtements de Maria. Cet artisan sans vergogne s'est enfermé dans l'atelier pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, déployant tous ses efforts pour créer les décors parfaits pour Maria et Sophia. Lorsqu'il eut fini, il ressemblait à un zombie qui avait survécu à 3 guerres mondiales. Il voulait demander aux filles de les modeler pour lui, mais il s'est immédiatement dégonflé, convaincu qu'elles penseraient qu'il était un sale type. Il courut dans sa chambre et claqua la porte alors que les filles lui auraient volontiers montré les résultats de toute façon. Quelques jours plus tard, les envies de glace de Takumi atteignirent des niveaux dangereux. Alors, au lieu d'accepter la réalité, il inventa avec désinvolture les réfrigérateurs. Les filles étaient fascinées par l'air froid qui soufflait de l'intérieur et traitaient pratiquement les appareils comme des climatiseurs en été. Takumi se demandait silencieusement comment il était censé expliquer le réchauffement climatique à des gens qui n'avaient même pas encore inventé l'électricité. Il a fièrement expliqué qu'il avait combiné l'acier inoxydable avec un dispositif de refroidissement magique pour conserver les aliments pendant de longues périodes. Maria était ravie car des ingrédients frais signifiaient de meilleurs repas, tandis que Takumi gardait le réfrigérateur bleu puisque Sophia aimait cette couleur et prévoyait de montrer les 2 autres à Pei-Pei. Il a ensuite annoncé que son prochain projet consisterait à moderniser l'équipement de chacun. Sophia affirmait que leurs armes actuelles étaient déjà excellentes, mais Takumi insistait sur le fait que les aventuriers forts ne cessaient jamais de s'améliorer. Pour rassembler des matériaux plus solides, il visita la guilde des aventuriers et posa des questions sur le mithril et l'adamantite. La réceptionniste expliqua que ces métaux rares étaient difficiles à traiter, recommandant plutôt le royaume nain. Puis, il se souvint que Takumi était un alchimiste et admit qu'il pouvait techniquement créer du mithril lui-même, mais que cela était terriblement inefficace. La méthode la plus simple consistait à l'extraire directement, même si seuls les membres de la guilde des forgerons y avaient accès. Après avoir réfléchi un instant, la réceptionniste a trouvé une faille sur le site. Si Takumi acceptait une quête d'extermination de monstres à l'intérieur de la mine, il pourrait légalement collecter du mithril et une diamantite tout en accomplissant la mission. Takumi a adoré l'idée, mais avant de pouvoir célébrer, le maître de guilde Barak s'est soudainement matérialisé derrière lui comme un démon paralysé du sommeil et a presque fait sortir son âme de son corps. Barak a expliqué que la ville avait également besoin de bois apaisant provenant des monstres arboricoles vivant près de la mine et a demandé à Takumi de les éliminer en chemin. Il a également ajouté une autre quête, chargeant le groupe de Takumi d'escorter le forgeron d'Agambo en toute sécurité jusqu'à la mine. Takumi avait l'impression que tout le monde avait soudainement décidé qu'il était disponible pour tous les emplois du royaume, mais Barak a adouci l'accord en promettant des promotions à l'ensemble du parti s'il réussissait. Après avoir accepté, Takumi a posé des questions sur le transport. La réceptionniste a expliqué que les chevaux ordinaires nécessitaient une semaine, alors que les chevaux monstres pouvaient faire le voyage en seulement 4 jours. Malheureusement, aucun n'était disponible. À ce moment précis, Réal, le roux bruyant que Takumi avait rencontré plus tôt, retourna à la guilde et mentionna que son groupe utilisait actuellement des chevaux monstres. Après avoir rattrapé son retard, Réal a expliqué qu'il était seulement revenu pour livrer un buffle fraîchement chassé avant qu'il ne se gâte et qu'il prévoyait de repartir le lendemain. Takumi l'a invité à passer la nuit et Réal a accepté avec joie. Ensemble, ils ont rendu visite à Papek, qui a failli s'évanouir à nouveau après avoir vu les réfrigérateurs. Apprenant que Takumi envisageait d'exploiter le mithril, Papek lui proposa immédiatement une calèche tirée par des chevaux monstres en échange des premiers droits d'achat d'une partie des minerais. Takumi a accepté avec plaisir, tandis que Papek a ajouté avec désinvolture une autre commande de plusieurs réfrigérateurs supplémentaires, car ce commerçant traitait Takumi comme sa propre usine personnelle. Plus tard, Takumi a fouillé tous les forgerons de la ville à la recherche de mithril de rechange, mais n'a absolument rien trouvé. Au moment où il abandonna, la nuit était déjà tombée. Soudain, Réal repéra une silhouette cagoulée chargeant vers eux, et choisit instantanément l'ancienne technique de survie connue sous le nom de fuite.
Malheureusement, l'attaquant les a rattrapés immédiatement et a envoyé le Real à plat ventre. La capuche s'est détachée, révélant Sofia qui avait pris le pauvre gars pour un ravisseur, lui volant son précieux maître. Elle faillit l'achever avant que Takumi ne l'arrête précipitamment. Après avoir dissipé le malentendu, Sofia s'est excusée tandis que Real les a acceptés avec un sourire, même s'il a admis qu'il avait maintenant environ 1000 questions. Une fois arrivé au manoir, Real resta sans voix après avoir vu la forme évoluer de Maple et réalisé que Takumi vivait d'une manière ou d'une autre avec 3 belles filles alors qu'il restait douloureusement célibataire. Le destin avait vraiment intimidé le pauvre homme. Ce soir-là, Takumi expliqua les quêtes de guilde à tout le monde et les filles acceptèrent avec enthousiasme de partir ensemble. Le lendemain matin, après le départ de Real, Takumi commença à forger de nouvelles armes. Son premier défi était une énorme lame de tungstène capable d'absorber le mana ennemi. Le traitement du tungstène par alchimie s'est avéré incroyablement difficile, mais après avoir brûlé presque tout son mana, il a réussi à forger 2 puissantes épées. 3 jours plus tard, Takumi, Sofia, Maria, Maple et le forgeron Degambo partent finalement pour la mine. En atteignant la forêt de Tran, ils garèrent la voiture en toute sécurité et l'entourèrent d'une barrière magique avant de se diriger vers l'intérieur. Takumi n'avait absolument aucune idée de ce à quoi ressemblait une transe, mais Sofia a rapidement identifié des arbres monstres déguisés. Suivant ses instructions, Takumi attaqua en premier, battant facilement la fourmi arboricole initiale. Malheureusement, cela n'a fait que réveiller une forêt entière pleine d'œufs. La transe a entouré le groupe de toutes les directions, forçant Sofia à ordonner un assaut magique total. La magie du vent déchiquetait les branches, tandis que Maria enterrait les monstres vivants en utilisant la magie de la terre. Takumi a rejoint la bataille avec ses armes, améliorant progressivement ses compétences au combat. Juste au moment où il croyait que la bataille était terminée, le patron de Trent est apparu. Sofia coupait ses branches tandis que Maria et Maple la soutenaient, mais le monstre se régénérait sans cesse. Sofia a finalement réalisé qu'elle devait attaquer son noyau. Takumi a immédiatement enchanté son épée avec la magie du feu et a enfoncé la lame brûlante directement dans le corps du monstre, le tuant instantanément. En mourant, il a laissé tomber 2 pommes miracles rares que Sofia a joyeusement récupérées. Le lendemain, ils atteignirent la cité minière d'Horus où Degambo leur confia officiellement la quête d'éliminer les taupes de fer qui mangeaient des minerais précieux. À l'intérieur de la mine, la chance absurde de Takumi s'est à nouveau activée, lui permettant de localiser le mithril et l'adamantite presque immédiatement. Avant qu'ils puissent célébrer, le sol commença à trembler alors que des taupes de fer se précipitaient vers eux. Tout le monde se préparait au combat, mais Takumi a trouvé une solution simple. Comme les taupes passaient toute leur vie sous terre, ils créaient un éclair de lumière aveuglant dès leur apparition. Le monstre stupéfait se figea sur place, permettant à Sofia de le tuer instantanément. Maria avait l'air presque déçue car le combat s'est terminé avant même qu'elle ait pu se montrer. Une fois les monstres éliminés, le groupe a extrait d'énormes quantités de minerais précieux avant de rentrer sain et sauf chez lui. Takumi a ensuite passé plusieurs jours à apprendre le travail avancé des métaux auprès de Degamba. Ressemblant à un concurrent lors de la finale de Forged in Fire, il a expérimenté jusqu'à ce qu'il réussisse à créer plusieurs alliages de mithril avec différentes propriétés élémentaires. Avec ces alliages, il améliora les armures de tous, les rendant plus légères, résistantes et puissantes, tout en augmentant leur pouvoir magique. Il affirma fièrement que sa propre armure lui permettrait de bouger comme l'éclair, avant de tenter une démonstration. Une seconde plus tard, il perdit le contrôle, s'écrasa le visage le premier contre un mur, le percutant avec une telle passion qu'il semblait vouloir l'épouser. Faisant comme si de rien n'était, il donna vite à Sofia une lance de vent et à Maria une lance de feu. Les 2 filles étaient ravies. Sofia demanda ensuite un bouclier robuste, car protéger Takumi était sa priorité absolue, même au prix de sa vie. Takumi accepta, mais lui rappela que sa vie comptait tout autant que la sienne. Une fois le bouclier forgé, il était à nouveau complètement épuisé. Le voyant s'effondrer après cette session marathon, Sofia réalisa que Takumi portait trop de travail seul et souhaita qu'il trouve un jour un assistant qualifié pour l'aider. Quelques jours plus tard, Peipek arriva avec des nouvelles inquiétantes. Le Saint-Empire de Sidonia avait appris l'existence des toilettes magiques de Takumi. Leurs représentants exigeaient la remise de l'invention et de son créateur, car la magie sacrée n'appartenait qu'à leur religion.
et l'utiliser pour nettoyer des toilettes insultait leur dieu. Au lieu de céder, le roi dit sans détour aux messagers de Sidonia que si leur dieu détestait tant les toilettes, leurs prêtres n'avaient qu'à inventer une meilleure magie de purification. Il refusa toutes les demandes, même après les menaces politiques du messager. Takumi fut stupéfait que le roi ait ouvertement défié un empire si puissant, mais Peipek expliqua calmement que leur royaume respectait la liberté religieuse. Beaucoup de citoyens suivaient l'église de la création dédiée à la déesse Nolan, dont les prêtres offraient des soins sans prix ridicule, contrairement au clergé avide de Sidonia. Même après cette explication, Takumi ne pouvait se défaire du sentiment d'être tombé dans un cauchemar politique bien plus grand qu'il ne l'aurait voulu. Son seul plan était de rester aussi loin que possible de ce désordre, mais le destin en avait clairement décidé autrement. Peipek, de plus en plus nerveux, lâcha une autre bombe. Grâce à Marquis Godwin, il avait déjà envoyé les toilettes et réfrigérateurs magiques de Takumi au roi. Sa Majesté voulait rencontrer personnellement leur créateur. Takumi faillit s'étouffer en l'apprenant. Rencontrer un seigneur était une chose, mais le roi, un tout autre combat de boss. Peipek le supplia d'accepter. Sans échappatoire, Takumi accepta à contre-cœur. Ce soir-là, il informa Sophia, Maria et Maple qu'ils partiraient pour la capitale royale dans une semaine. Ayant encore le temps, Takumi prévoyait de bien se préparer. Son premier projet fut de créer de nouvelles capes infusées de pierres de magie noire pour supprimer leur présence, permettant aux filles de se déplacer inaperçues. Pendant que Sophia et Maria allaient en ville faire les courses, Takumi visita l'église de Nolan pour discuter avec la déesse. La déesse, dès son arrivée dans son royaume divin, Nolan se plaignit en plaisantant qu'il était venu les mains vides et s'attendait à des bénédictions sans même apporter d'offrande. Elle taquina qu'elle pourrait bénir son voyage vers la capitale s'il lui donnait quelque chose d'abord. Takumi ignora l'appât et interrogea plutôt Anat, la mystérieuse déesse vénérée par l'église de la lumière divine. Nolan devint immédiatement évasive, insistant qu'elle était la seule vraie déesse et lui disant qu'il en apprendrait plus sur Anat le moment venu. Insatisfait, Takumi changea de sujet et demanda pourquoi il n'avait rien entendu des héros que Sidonia était censée avoir invoqués. Normalement, des héros d'un autre monde auraient fait la une partout. Nolan admit maladroitement la vérité qu'elle cachait depuis le début. Quand elle réincarna Takumi, elle l'avait secrètement envoyé 1 an dans le passé. Les héros n'étant pas encore arrivés, ils ne seraient invoqués que quelques mois plus tard. Takumi en resta bouche bée. Avant qu'il ne puisse exiger une explication, Nolan sourit soudainement, déclara que les heures de visite étaient terminées et lui frappa le front assez fort pour l'éjecter du ciel. De retour chez lui, il termina les capes de dissimulation pour Sophia et Maria avant d'annoncer un autre projet. Il était fatigué d'emprunter constamment des carrosses, alors cette fois, il en construirait un lui-même. Maria fut particulièrement excitée et suggéra de trouver un puissant cheval monstre pour le tirer. S'ils avaient de la chance, ils pourraient même dompter quelque chose de plus fort. Sans perdre de temps, le groupe se dirigea vers la forêt voisine. Maple vibrait pratiquement d'excitation à l'idée d'ajouter un autre membre à leur famille de monstres toujours croissantes. En chemin, un monstre loup a soudainement surgi des buissons et a sprinté devant eux sans même se rendre compte de leur existence. Takumi réalisa fièrement que ses capes fonctionnaient parfaitement, même si Sophia parut déçue car elle espérait un bon combat. Finalement, elle s'est contentée d'intimider un sanglier pendant que Maria récupérait la viande pour les repas futurs. À proximité, Takumi et Sophia ont découvert une fourmi arboricole tombée et ont joyeusement récolté son bois de haute qualité pour le chariot. Alors que tout le monde s'affairait à rassembler du matériel, Maple s'ennuyait et s'éloignait seule. Au fond de la forêt, elle trouva plusieurs fourmis mortes et suivit la piste jusqu'à ce qu'elle découvre un cheval dragon grièvement blessé. La créature terrifiée l'a immédiatement frappé avec des éclairs, mais au lieu de se mettre en colère, Maple s'est rappelé à quel point elle avait elle-même été effrayée avant de rencontrer Takumi. Elle promit gentiment à son maître qu'il pourrait le guérir. Mais avant qu'elle puisse le récupérer, 2 fourmis géantes apparurent. Réalisant qu'ils étaient responsables des blessures du cheval, Maple les emprisonna dans de la soie et les lança vers le cheval dragon, qui fit immédiatement frire les pauvres idiots avec suffisamment d'éclairs pour rendre Pikachu jaloux. Malheureusement, cela n'a attiré que le reste de la colonie de fourmis. Des dizaines de monstres les entourèrent, obligeant Maple à créer une barrière de soie pour se protéger. Les fourmis le déchiraient sans relâche, tandis que Maple essayait désespérément de contacter Takumi par télépathie. Ses appels ne lui sont jamais parvenus, car l'épaisse barrière bloquait leur connexion mentale.
Seule et terrifiée, elle s'est convaincue que tout le monde l'avait oubliée et est rentrée chez elle sans s'apercevoir de sa disparition. Même le cheval dragon épuisé s'est finalement effondré à côté d'elle. Alors que la barrière se brisait enfin, Maple serra le cheval inconscient dans ses bras et se prépara au pire. Puis elle sentit soudain une main familière lui tapoter doucement la tête. Levant les yeux, elle vit Takumi debout et fondit immédiatement en larmes en le serrant dans ses bras. En dehors de la barrière, Sophia et Maria avaient déjà anéanti toute la colonie de fourmis. Maple sanglotait en lui demandant pourquoi il ne répondait jamais à ses appels. Takumi expliqua que sa propre barrière de soi avait bloqué la télépathie, mais au moment où il sentit leur connexion s'affaiblir, il se précipita à travers la forêt à sa recherche. Maple le supplia rapidement de sauver le cheval dragon. Takumi a tenté une magie de guérison, mais la créature inconsciente y a instinctivement résisté. Au même moment, Sophia sentit d'autres monstres approcher rapidement et exhorta tout le monde à battre en retraite. Maple refusa d'abandonner le cheval dragon, alors Takumi prit une décision risquée. Il a stocké Maple et le cheval blessé dans sa dimension de poche. Sophia l'a immédiatement averti que placer un monstre indompté à l'intérieur imposerait un énorme fardeau à son corps. Takumi affirma avec confiance qu'il irait bien après avoir bu quelques potions de mana, puis s'effondra immédiatement avant de terminer sa phrase. Les filles l'ont ramené chez lui, mais même après une demi-journée, il n'avait toujours pas repris connaissance. Sophia réalisa que bien qu'il soit inconscient, Takumi conservait toujours la dimension de poche, exerçant une pression incroyable sur son corps. La seule solution était que Maple ouvre la dimension de l'intérieur. Utilisant le mana de Takumi comme guide, Sophia a établi une connexion magique en lui baisant la main et a atteint Maple. Apprenant que le cheval dragon était toujours terrifié, Sophia a suggéré de le sortir à l'intérieur d'une autre barrière de soi afin qu'il ne panique pas dans un environnement inconnu. Maple a adoré l'idée et a relâché le cheval en toute sécurité dans le jardin. Pendant que Maria s'occupait du ménage, Sophia restait à côté de Takumi toute la nuit. Le lendemain matin, Takumi s'est réveillé et a trouvé Sophia endormie tout en lui tenant la main. Le voyant enfin réveillé, elle pleura presque de soulagement tandis que Maria regardait depuis l'extérieur de la pièce avec le plus grand sourire d'expéditeur imaginable. Peu de temps après, ils rendirent visite ensemble au cheval dragon. Maple a rassuré la créature effrayée en lui disant que Takumi voulait seulement l'aider. Cette fois, le cheval l'accepta, permettant à Takumi de conclure un contrat approprié avant de lancer une puissante magie de guérison. Chaque blessure disparut instantanément et l'énergie sacrée restante brûla complètement la barrière de soi de Maple. Tout le monde a célébré joyeusement. Takumi a ensuite nommé le cheval dragon Camélia, l'accueillant officiellement dans la famille, tandis que Maple serrait joyeusement dans ses bras sa nouvelle meilleure amie. Quelques jours plus tard, Takumi visita l'atelier de Dagambo pour fabriquer des fers à cheval pour Camélia et termina quelques travaux sur son carrosse. Sophia ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter car Popaek avait déjà passé d'autres commandes de réfrigérateurs et de potions de guérison, mais Takumi refusait toujours de ralentir après avoir failli se suicider. Elle l'a supplié de se reposer, mais le bourreau de travail a simplement souri et a insisté sur le fait que tout irait bien. Plus tard, il s'est arrêté à la guilde des aventuriers et a trouvé un jeune aventurier qui faisait énormément de bruit à cause de l'observation de mystérieux monstres. Curieux, Takumi a interrogé la réceptionniste à ce sujet. Le réceptionniste lui a montré un croquis basé sur des rapports de témoins, mais a admis que personne ne l'avait pris au sérieux car la créature n'avait fait de mal à personne. Il remarqua alors que Takumi était venu enregistrer un autre animal de compagnie et plaisanta avec assurance en disant que plus rien ne pouvait le surprendre. Une seconde plus tard, Takumi ouvrit sa dimension de poche, Camélia sortit la tête avec Maple fièrement assise sur son dos, et la réceptionniste les fit instantanément correspondre au croquis du monstre. La panique s'est répandue dans la guilde lorsque tout le monde a réalisé que la bête terrifiante dont ils avaient parlé était littéralement l'animal de compagnie de Takumi. Avant que Takumi ne puisse s'expliquer, le maître de guilde baraque lui ordonna une fois de plus d'entrer directement dans son bureau. Pendant ce temps, Sophia a visité l'entreprise d'esclaves où elle avait vécu autrefois et a demandé au propriétaire si elle connaissait quelqu'un capable d'aider Takumi dans ses travaux d'artisanat avancés. Bien qu'elle n'ait pour le moment personne qui lui convenait, l'élégante propriétaire a promis de demander conseil à ses contacts. Elle a également contacté Ma, lui faisant remarquer à quel point Sophia avait changé depuis sa rencontre avec Takumi. Sophia ne comprit pas ce qu'elle voulait dire et la remercia simplement avant de partir. Dehors, elle a croisé Maria pendant ses courses et ensemble, ils ont décidé d'aller chercher Takumi
Takumi à l'atelier de Degambo. Au lieu de cela, ils l'ont trouvé profondément endormi au sommet d'un tas de bois alors qu'il câlinait d'une manière ou d'une autre une bûche dans ses rêves. Le forgeron expliqua que Takumi avait travaillé sans arrêt pendant des jours jusqu'à ce que l'épuisement l'assomme. Il n'était pas encore en danger, mais s'il continuait à travailler ainsi, un jour il ne se réveillerait peut-être plus jamais. Heureusement, après avoir récupéré, Takumi a terminé son chef-d'œuvre. La luxueuse voiture avait l'air ordinaire de l'extérieur, mais une fois que les filles sont entrées à l'intérieur, elles étaient complètement sans voix. Grâce à la magie de l'espace-temps, inspirée par tous les médecins qu'il avait observés sur Terre, l'intérieur était beaucoup plus grand que l'extérieur. Il contenait même des enchantements anti-vibration, rendant le voyage plus agréable que de rester à l'intérieur d'un manoir. Sofia l'a déclarée la plus belle voiture du continent, tandis que Maria s'est immédiatement enthousiasmée parce qu'elle pouvait continuer à cuisiner et à nettoyer normalement pendant les longs voyages. Peu de temps après, le groupe partit pour la capitale royale avec Camélia tirant la calèche sans effort. Maple et Maria conduisaient joyeusement à tour de rôle dehors, tandis que Takumi et Sofia se détendaient à l'intérieur sans ressentir la moindre bosse. Tandis que Camélia continuait à courir, elle progressait également régulièrement. Finalement, ils ont retrouvé Papek et Marcus Godwin. Papek monta avec impatience dans la voiture de Takumi et monta presque au ciel après avoir vu l'intérieur luxueux. Il a immédiatement commencé à lancer des offres commerciales à Takumi, promettant de payer n'importe quoi pour le design jusqu'à ce que Godwin lui frappe la tête et lui ordonne de se calmer. Après avoir retrouvé son calme, même le marquis a admis que c'était la voiture la plus incroyable qu'il ait jamais vue. Posséder quelque chose comme ça améliorerait considérablement à la fois son propre prestige et la réputation de son territoire. Puis, il a proposé avec désinvolture 100 pièces de platine pour un chariot similaire. Takumi a failli souffrir d'un arrêt cardiaque parce que cette somme le rendrait plus riche que ce dont il avait jamais rêvé au Japon. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent enfin à la capitale royale. Après s'être installés dans leur logement, Papek suggéra d'offrir une voiture comme celle-ci au roi en cadeau. Godwin et lui pensaient qu'une telle invention laisserait une impression inoubliable et garantirait à Takumi d'énormes récompenses. Comme l'audience royale n'était que dans 5 jours, Papek a supposé qu'il n'y avait pas assez de temps pour en construire une autre. Takumi a répondu avec désinvolture que 5 jours étaient plus que suffisants à condition d'avoir le matériel approprié dans un atelier. Papek s'est immédiatement arrangé. Ce soir-là, Takumi a informé les filles que son atelier temporaire serait situé dans une grande entreprise d'esclaves appartenant à Burton. Sofia a reconnu le nom et lui a assuré que Burton avait une excellente réputation. Takumi s'en souciait à peine parce qu'il était déjà obsédé par les plans des voitures. Sofia l'interrompit, lui rappelant une fois de plus qu'il avait désespérément besoin d'un assistant avant de se jeter littéralement dans la tombe. Takumi a essayé d'insister sur le fait qu'il allait bien, mais Sofia a fermement soutenu que sa santé comptait bien plus que n'importe quelle invention. Elle a suggéré de demander à Burton s'il avait quelqu'un ayant des connaissances techniques. Takumi a finalement admis qu'elle avait raison. Le lendemain, Burton lui présenta un candidat parfaitement adapté aux travaux liés à l'alchimie. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, Sofia et Maria se rendirent soudain compte que Maple avait de nouveau disparu. Sofia s'est dépêchée de retrouver le fauteur de troubles, mais elle est arrivée un peu trop tard. Une renarde terrifiée s'était déjà presque évanouie après avoir vu Maple. Sofia s'est excusée, a aidé la pauvre fille à se remettre sur pied et a réussi d'une manière ou d'une autre à faire rougir la renarde rien qu'en étant gentille. En ramassant le livre de la jeune fille, Sofia a découvert qu'elle était complètement obsédée par l'alchimie. En portant Maple, elle tomba de manière inattendue sur Takumi, qui lui expliqua qu'il la cherchait parce qu'il voulait son avis avant de rencontrer l'assistant recommandé par Burton. Au moment où ils sont entrés ensemble, Sofia a immédiatement reconnu la timide renarde de l'extérieur. Il s'est avéré qu'elle s'appelait Riva et qu'elle était exactement la personne que Burton voulait que Takumi embauche. Tandis que Takumi expliquait le genre de travail qu'il effectuait, Riva devint visiblement nerveuse. Tous les employeurs qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent l'avaient rejetée, affirmant qu'elle manquait d'expérience et n'avait rien de précieux à offrir. Parce que personne ne voulait l'embaucher, elle ne pouvait même pas envoyer d'argent pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de son jeune frère resté au pays. Voulant mieux la comprendre, Takumi lui a demandé si elle connaissait quelque chose en alchimie, ou si au moins elle s'y intéressait. Riva se tut immédiatement parce que tout le monde se moquait toujours d'elle parce qu'elle perdait du temps à étudier quelque chose d'aussi peu pratique. La voyant se figer, Sofia intervint et expliqua que Riva enseignait elle-même l'alchimie et la magie depuis des années malgré le fait qu'elle n'avait presque aucun conseil. Cela attira instantanément l'attention de Takumi.
Au moment où ils ont commencé à parler, ils ont tous deux complètement oublié que les autres existaient. Ils se lancèrent dans une discussion sans fin sur des théories alchimiques complexes qui ressemblaient à deux nerds se disputant dans une ancienne langue extraterrestre, tandis que tout le monde autour d'eux hochait simplement la tête sans rien comprendre. Curieux de connaître ses capacités réelles, Takumi a remis à Riva un cercle d'alchimie comme petit test. Elle l'examina attentivement et réalisa rapidement qu'il décrivait le processus de fabrication des bonbons. Cependant, un ingrédient écrit à l'intérieur n'existait dans aucun livre qu'elle ait jamais étudié. Elle a désespérément recherché toutes les références qu'elle avait dans l'espoir de les comprendre avant que le temps ne soit écoulé. Finalement, la pression est devenue trop forte et elle a fondu en larmes en s'excusant parce qu'elle pensait avoir gâché une autre chance de trouver du travail. Au lieu de la critiquer, Takumi sourit simplement et lui tendit la main, l'invitant à rejoindre son équipe. Riva était complètement abasourdie puisqu'elle n'avait pas résolu le problème. Takumi a expliqué que le test n'avait jamais eu pour but d'obtenir la bonne réponse. Elle avait fait preuve d'une véritable curiosité, d'une pensée logique et d'une véritable passion pour l'alchimie qui comptait bien plus que la mémorisation d'informations. C'était exactement le genre de personne qu'il voulait à ses côtés. Burton a finalisé le contrat, transférant Riva sous la garde de Takumi. Takumi a ensuite expliqué que contrairement à la plupart des maîtres, il avait l'intention de lui payer un salaire journalier convenable avec des augmentations basées sur ses compétences. Riva n'a fait qu'une seule demande. Elle lui a demandé d'envoyer tous ses gains directement dans son village parce que sa famille avait désespérément besoin d'argent. Takumi fut surprise et demanda pourquoi elle sacrifierait tout pour eux. Riva a discrètement admis qu'elle s'était volontairement vendue comme esclave pour que sa famille puisse survivre. Mais même après avoir été un jour libre, elle voulait continuer à subvenir aux besoins de sa mère malade et de son jeune frère. Takumi a souligné que si elle continuait à donner tous ses revenus, racheter sa propre liberté deviendrait presque impossible. Sophia l'a gentiment encouragée à accepter sa demande quand même. Elle pensait que les compétences de Riva s'amélioreraient rapidement sous la direction de Takumi, augmentant finalement son salaire suffisamment pour que les deux objectifs deviennent possibles. Même si les choses ne se passaient pas parfaitement, Sophia pensait que Riva ne regretterait jamais d'avoir servi quelqu'un d'aussi gentil que Takumi. Après cela, Takumi a présenté Riva à tout le monde. Maria et Maple étaient tellement excités d'accueillir le nouveau venu qu'ils ont presque fait peur à la pauvre renarde dans le bureau de Burton. Takumi dut calmer les deux gremlins alors qu'ils insistaient sur le fait qu'ils essayaient seulement de réserver un accueil chaleureux à la recrue. En regardant tout le monde rire ensemble, Riva ne put s'empêcher de sourire et commença à croire qu'elle avait enfin trouvé la place à laquelle elle appartenait. Plus tard, Takumi l'emmena derrière l'auberge et créa avec désinvolture une charpente entière en adamantite en utilisant l'alchimie. Les yeux de Riva pétillaient alors qu'elle le regardait travailler. Pour elle, c'était comme voir un artisan légendaire accomplir des miracles. Takumi rit et lui dit que ce n'était pas aussi compliqué qu'elle l'imaginait. Tout en polissant et en nettoyant soigneusement le cadre, elle craignait de ne jamais devenir assez bonne. Takumi la rassura en lui expliquant que la formule du carrosse suivait quasiment les mêmes principes que la recette des bonbons qu'il lui avait montré plus tôt. Quelques jours plus tard, le carrosse était enfin terminé grâce à leurs deux efforts. Pendant que Takumi admirait le chef-d'œuvre achevé, un vieil homme s'est approché avec désinvolture et lui a demandé si la voiture lui appartenait. Takumi expliqua fièrement qu'il l'avait construit lui-même et qu'il prévoyait de le présenter au roi. Le vieil homme a loué son savoir-faire en disant que Takumi était encore plus talentueux que ne le prétendaient les rumeurs. Takumi se demandait comment un grand-père au hasard en savait déjà autant sur lui. Avant qu'il puisse poser une autre question, Papek et Marcus Godwin se sont précipités vers lui, paniqués, car ce vieil homme inoffensif était en réalité le roi Lobos lui-même. Takumi a failli avoir une crise cardiaque après avoir réalisé qu'il avait parlé avec tant de désinvolture au roi. Heureusement, le roi Lobos s'est contenté de rire et a dit à tout le monde de se détendre car ce n'était pas une réunion officielle. De toute façon, il détestait les cérémonies rigides et préférait rencontrer des gens talentueux comme des citoyens ordinaires. Il a personnellement remercié Takumi pour avoir créé les toilettes magiques qui ont résolu de nombreux problèmes sanitaires dans la capitale. Il a admis qu'il voulait à l'origine organiser une grande fête en l'honneur de Takumi, mais a décidé de ne pas le faire car attirer trop d'attention ne ferait que peindre une cible géante sur le dos du jeune inventeur. Takumi remercia sincèrement le roi de l'avoir discrètement protégé de l'interférence de Sedona. Après avoir présenté la luxueuse voiture et reçu sa récompense,
il rentra chez lui tandis que le roi Lobos demandait secrètement à ses serviteurs de s'assurer que personne n'était au courant de leur réunion privée. Son conseiller a accepté, mais a également averti qu'une fois que les inventions de Takumi se seraient répandues dans les pays voisins, cacher son identité deviendrait presque impossible. Impossible. Quelques jours plus tard, Takumi a officiellement acheté son manoir à Topik au lieu de continuer à le louer. Une fois cela réglé, il décida qu'il était enfin temps de discuter des salaires avec tout le monde. Étonnamment, Maria et Sofia ont refusé tout paiement, insistant sur le fait que Takumi leur avait déjà fourni tout ce dont ils avaient besoin et leur avait même parfois donné de l'argent de poche. En entendant cela, Takumi était profondément mal à l'aise car cela le faisait se sentir comme l'un de ces PDG cupides qui payaient leurs employés avec de la visibilité au lieu de l'argent réel. Il leur a rappelé de réfléchir à leur propre avenir, en particulier le jour où leur contrat prendra fin. Sofia répondit calmement qu'en tant qu'elfe, elle lui survivrait de toute façon des siècles et prévoyait de passer le reste de sa vie à protéger sa tombe après sa mort. Maria a immédiatement augmenté le multiplicateur de dégâts émotionnels en disant qu'elle voulait seulement vivre un jour de plus pour pouvoir être enterrée juste à côté de lui. Takumi s'est complètement arrêté après avoir entendu ces deux simples professionnels planifier avec désinvolture leur au-delà autour de lui. Le lendemain, Riva lui a demandé si elle pouvait s'inscrire en tant qu'aventurière afin de devenir plus forte et de contribuer davantage à l'équipe. Takumi a pensé que c'était une excellente idée et l'a immédiatement emmenée à la guilde. La réceptionniste a complété son inscription avec joie et a même fait en sorte qu'une partie de son salaire soit transférée directement à sa famille chaque mois. Par la suite, il a rappelé à Takumi que l'un des groupes les plus puissants de la guilde n'avait toujours pas de nom propre. Takumi a insisté sur le fait qu'il n'était pas vraiment fait pour être un aventurier de toute façon, mais malheureusement, le maître de guilde Barak l'a entendu. La menace chauve a immédiatement décidé que Takumi avait besoin d'une formation supplémentaire. Sa version de l'entraînement consistait presque entièrement à jeter Takumi comme une poupée de chiffon, tout en exigeant un nom de fête après chaque passage à tabac. Chaque fois que Takumi suggérait un nom douloureusement grinçant, Barak le lançait dans le ciel comme une fusée d'équipe qui décollait à nouveau. Riva a vu avec horreur son nouveau patron se faire maltraiter par un vieil homme chauve qui avait apparemment pris la violence pour l'éducation. Au moment où Takumi rentrait chez lui, chaque os de son corps demandait sa démission. Il a supplié les filles de l'aider à trouver un nom de fête décent avant que Barak ne le transforme en papier peint humain demain. Maria et Riva ont eu des idées si horribles que Takumi craignait qu'elles ne lui valent une raclée encore plus grave, tandis que Sofia était absolument furieuse et voulait marcher et battre l'homme chauve elle-même. Takumi l'arrêta rapidement en lui expliquant que malgré les souffrances, il avait en fait acquis des compétences de combat utiles grâce à l'entraînement. Sofia se calma à contre-cœur, même si Takumi savait que le cauchemar n'était pas terminé. Le lendemain matin, il a fabriqué un anneau magique qui a permis à Riva de lancer des sorts plus rapidement et un bâton magique pour renforcer sa magie. Il a même forgé des griffes de style Wolverine pour Maple parce qu'apparemment, le gremlin araignée exigeait également des améliorations d'armes. Peu de temps après, Barak est revenu pour une autre séance de ce qu'il appelle fièrement un entraînement. Chaque nom de fête terrible suggéré par Takumi lui valait un autre voyage gratuit dans le sol. À ce stade, Takumi est devenu convaincu que Sofia finirait par craquer et retirer définitivement le vieil homme. Au lieu de cela, elle l'a trahi en disant à Takumi d'arrêter de pleurnicher et d'apprendre à se défendre correctement. N'ayant plus d'alliés, Takumi accepta son sort. Peu de temps après, le groupe visita à nouveau la guilde où ils acceptèrent une mission d'escorte protégeant un cadre supérieur de l'entreprise de Papeka. Leur travail consistait à escorter des appareils de purification jusqu'à une ville lointaine célèbre pour ses produits laitiers. Takumi a été agréablement surpris que ce monde fantastique ait même une ferme laitière. Alors qu'elle voyageait, Sofia a soudainement senti des monstres devant elle. Une bataille à grande échelle avait éclaté entre les loups licornes et les gobelins. Avant que quiconque puisse réagir, Maple a dit avec désinvolture à Camille de s'en occuper. Le cheval dragon a déclenché suffisamment d'éclairs pour vaporiser les deux camps à la fois, prouvant que la paix pouvait réellement être obtenue grâce à une violence écrasante. Quelques jours plus tard, ils atteignirent sains et saufs la ville laitière. Pendant que le commerçant s'occupait des affaires, Takumi traînait tout le monde à la recherche de nourriture locale. Plus tard dans la soirée, des sandwichs au fromage grillé l'ont frappé d'une nouvelle vague de mal du pays. Ayant soudainement envie de riz, il a demandé si ce monde en avait vraiment. Sofia a expliqué avec joie que le riz existait,
même s'ils n'étaient pas cultivés dans leur pays. Takumi est devenu excité jusqu'à ce que Maria mentionne avec désinvolture que les marchands le revendèrent depuis le début dans la capitale royale. Réalisant qu'il avait complètement raté l'occasion d'en acheter, Takumi avait l'air d'avoir quitté son corps. Curieuse, Sophia lui a demandé pourquoi il se souciait autant de Rhys. Puisque expliquer qu'il était asiatique n'aurait aucun sens, Takumi prétendit maladroitement qu'il avait simplement entendu de bonnes rumeurs à ce sujet. Il a ensuite changé de sujet en demandant si son pays natal avait déjà manqué à Sophia après en avoir été séparé pendant tant d'années. Au lieu de répondre normalement, Sophia s'est lancée dans un autre discours sincère sur la façon dont elle avait passé des décennies piégée par sa malédiction, jusqu'à ce que Takumi lui donne la liberté, l'espoir et une raison de vivre à nouveau. Elle a admis qu'elle ne regardait plus en arrière parce que chaque jour avec lui était comme une nouvelle aventure. L'entendre comparer cette liberté à la croissance des ailes donna soudain une idée à Takumi. Il se souvint de la façon dont Nolan lui avait également donné une nouvelle vie lors de son arrivée dans ce monde. Inspiré par ces deux idées, il a proposé Wings of Nolan comme nom officiel du parti. Tout le monde a tout de suite adoré. 2 jours plus tard, ils ont terminé la mission d'escorte et sont finalement rentrés chez eux tard dans la nuit. Au moment où ils entrèrent, Takumi sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Des gaz toxiques ont rempli la maison, affaiblissant tout le monde avant qu'ils ne puissent réagir. Plusieurs assassins sont sortis de l'ombre après avoir déjà capturé les filles. Un assassin est intervenu pour achever Takumi, mais Maple était secrètement restée cachée dans la dimension de poche. Elle a immédiatement sauté, désarmé l'attaquant et a donné à Takumi suffisamment de temps pour l'assommer. Le deuxième assassin abandonna les otages et se précipita sur Takumi pour subir exactement le même sort. Après avoir neutralisé les deux attaquants, Takumi a purifié le poison et guéri tout le monde. Maple a ensuite révélé qu'elle avait déjà capturé plusieurs autres assassins à l'extérieur plus tôt, tout en emmenant Camélia à l'écurie, les enveloppant soigneusement dans des cocons de soie avant de se précipiter pour l'aider. Réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un vol ordinaire, Takumi convoqua immédiatement le maître de guilde Barak et les chevaliers de la ville qui arrêtèrent tous les assassins survivants. Barak a exhorté Takumi à tout signaler directement au marquis Godwin car ses attaquants étaient presque certainement liés à l'empire de Holy Sidonia. Ignorer quelque chose d'aussi grave serait incroyablement dangereux. Le lendemain, Godwin confirmait les craintes de tous. Les assaillants appartenaient au Divine Light Squadron, un groupe extrémiste considéré comme fou même au sein même de Sidonia. Ils pourchassaient tous ceux qu'ils croyaient insulter l'église de la lumière divine et agissaient souvent sans ordres officiels. Takumi avait secrètement espéré qu'ils n'étaient que des voleurs ordinaires. Alors apprendre la vérité lui faisait bien plus peur qu'il ne voulait l'admettre. Godwin a expliqué que les toilettes magiques de Takumi avaient détruit l'une des plus grandes sources de revenus de l'église, car les prêtres n'avaient plus besoin de lancer à plusieurs reprises une magie de purification sur les installations publiques. En attaquant accidentellement leur portefeuille, Takumi avait, sans le savoir, déclaré la guerre à une bande de fanatiques religieux. Se demandant s'il devait simplement disparaître pendant un moment, Takumi a suggéré de se cacher dans un endroit éloigné. Godwin a immédiatement rejeté cette idée, expliquant qu'il serait en réalité plus en sécurité sous la protection du royaume, où les chevaliers et la guilde pourraient veiller sur lui. Barak a également insisté sur le fait que Takumi ne pouvait pas simplement arrêter l'aventure car Wings of Nolan était déjà devenu l'un des 5 partis les plus puissants de toute la ville. Alors que Sophia promettait de le protéger quoi qu'il arrive, Takumi accepta à contre-cœur de continuer à travailler. Il a officiellement enregistré le nom du parti Wings of Nolan auprès de la guilde, où la réceptionniste a admis que cela semblait incroyablement flashy. Il a également averti Takumi que des rumeurs selon lesquelles des assassins le ciblaient s'étaient déjà répandues, faisant croire à de nombreux aventuriers que sa tête était mise à prix. Cette nuit-là, Takumi a tout partagé avec les filles et s'est excusé de les avoir entraînés dans des situations aussi dangereuses. Aucun d'eux n'a hésité ne serait-ce qu'une seconde, promettant qu'ils le protégeraient de tout ce qu'ils avaient. Se sentant encouragé, Takumi réalisa que compter sur des gardes du corps pour toujours n'était pas suffisant. Il a imaginé un plan pour créer une barrière magique autour de la maison qui rejetterait toute personne non enregistrée pour entrer. Puisque la construction d'un tel appareil nécessiterait une alchimie avancée, il a demandé à Riva de l'aider. Puis il a commencé à réfléchir au renforcement du parti lui-même. Sophia a suggéré de recruter un tank approprié pour protéger tout le monde. Les filles ont immédiatement posé une condition parfaitement claire. Absolument aucun homme n'était autorisé.
Ils ont fièrement déclaré que la fête de Takumi ne devrait continuer à s'agrandir que si cela signifiait ajouter plus de filles à son harem accidentel. Takumi ne pouvait même plus discuter. Le problème était de savoir où trouver une combattante de première ligne. Sophia suggéra calmement de commencer par le seul endroit qui avait résolu d'une manière ou d'une autre tous les problèmes de Takumi, la société gothique de marchands d'esclaves. Takumi a passé toute la nuit à concevoir des cercles magiques pour sa nouvelle barrière de sécurité, pendant que tout le monde dormait un peu. Le lendemain matin, il s'est préparé à commencer à assembler l'appareil avec l'aide de Riva, mais Sophia est entrée et a insisté pour l'aider également. Takumi a confié aux deux filles la tâche de graver des cercles d'alchimie sur des plaques de métal, pendant qu'il s'occupait lui-même des pièces compliquées. Plus tard, il a saupoudré de la poussière de lutin magique sur les assiettes finies pour les activer. Au cours du processus, ils ont remarqué Maple chevauchant Camélia à travers la cour, chargeant des poupées de soie géantes, tout en prétendant qu'elles étaient des golems maléfiques. Apparemment, cette petite menace avait inventé son propre arc d'entraînement de Power Rangers. En regardant la scène, Riva a mentionné que les golems étaient en réalité des produits d'une alchimie avancée. Takumi a admis qu'il le savait déjà, mais créer un noyau fonctionnel dépassait encore largement ses capacités actuelles. Riva a souligné qu'un golem ferait le tank parfait pour leur groupe, et Takumi a accepté sans réserve avant d'admettre tristement que son niveau de compétence actuel était encore trop nul pour en construire un. Il a continué à assembler la barrière, et au moment où il a connecté chaque composant, sa compétence de manipulation de mana a atteint son niveau maximum et a évolué vers le contrôle des sorts. En lisant la nouvelle description de la compétence, Takumi réalisa que maîtriser le contrôle des sorts pourrait enfin lui permettre de créer des golems dans le futur. Pendant ce temps, à l'intérieur du Saint-Empire de Sidonia, l'empereur reçut la décevante nouvelle que tous les membres de l'escadron de lumière divine avaient été capturés vivants avant même de pouvoir se suicider. Réalisant que les choses devenaient de plus en plus difficiles, la princesse Elisabeth lui rappela qu'éliminer un inventeur ne valait pas la peine de se distraire de son véritable objectif. Le mage de la cour rapporta alors que l'ancien cercle d'invocation avait finalement été restauré, mais qu'il faudrait encore plusieurs mois pour rassembler suffisamment d'énergie magique pour l'activer. De retour chez lui, Takumi a immédiatement tenté de créer un noyau de golem avec ses capacités améliorées. Sans surprise, la réalité l'a encore une fois humilié et chaque tentative s'est soldée par un échec. Maple suggéra avec désinvolture quelque chose de si simple que cela poussa Takumi à remettre en question son intelligence. Au lieu de créer un golem, pourquoi ne pas l'apprivoiser? Takumi a immédiatement demandé à Sophia où il pouvait réellement trouver des golems. Elle a expliqué que les golems de pierre abandonnés erraient dans les ruines antiques, tandis que les golems de fer plus puissants vivaient dans les donjons. Les yeux de Takumi s'illuminèrent au moment où il entendit le mot donjon. Apparemment, ce monde fantastique disposait du pack de démarrage RPG complet. Il décida qu'il devrait plutôt capturer un golem de fer. Sophia l'a averti qu'entrer dans un donjon sans char dédié ni attaquant lourd était incroyablement imprudent, mais Takumi a ignoré toute opinion sensée et a quand même marché droit vers le donjon le plus proche. Avant même de l'atteindre, ils tombèrent sur un gigantesque golem de pierre égaré gardant les ruines voisines. Sophia a expliqué qu'ils devaient normalement détruire le noyau de contrôle pour en vaincre un, mais Takumi a immédiatement rejeté ce plan parce que le noyau était littéralement la partie qu'il voulait. Soudain, le géant se tourna vers eux, ses yeux brillants s'activèrent. Sophia a recommandé de se retirer avant que les choses ne dégénèrent, mais Takumi s'était déjà convaincu que cette montagne marchante deviendrait le coéquipier idéal. Sans attendre la permission, il sauta pour lui faire face, forçant les filles à lui courir après. Alors que le golem de pierre approchait lentement, Takumi sentit de manière inattendue une étrange connexion entre eux. Il a rapidement empêché tout le monde d'attaquer et s'est rapproché. Après avoir examiné attentivement le géant, il découvrit d'anciennes marques prouvant qu'il avait été créé à l'origine pour garder les ruines dédiées à la déesse Nolan. Puisque Takumi portait les bénédictions de Nolan, le golem l'a reconnu comme un allié plutôt que comme un ennemi. Profitant de l'occasion, Takumi utilisa son talent de dompteur, et à la surprise générale, cela fonctionna immédiatement. Maple a pratiquement explosé d'excitation parce qu'elle venait de gagner un autre junior. Takumi a nommé l'ancien gardien Titan, même si le vieil homme protégeait apparemment les ruines depuis 23 000 ans. Titan a essayé de parler à tout le monde, mais sa langue ancienne ressemblait à une machine à laver cassée, donc personne n'a compris un seul mot. Takumi a suggéré de lui donner un module vocal approprié plus tard, mais un autre problème est apparu.
Amener un monstre de pierre géant en ville déclencherait probablement une panique nationale. Avant que Takumi ne puisse pousser Titan dans sa dimension de poche, le golem a résolu le problème lui-même en se transformant en une adorable version miniature. Les anciens gardiens comprenaient la commodité des voyages. Une fois rentré chez eux, Takumi commença immédiatement à concevoir un tout nouveau corps pour Titan. Cependant, avant de commencer la production, il a rassemblé tout le monde pour ce qu'il a appelé une réunion importante. Son expression joyeuse disparut lorsqu'il expliqua que ses ennemis essayaient maintenant activement de le tuer et qu'il ne voulait plus que les filles risquent leur vie à cause de lui. Pour cette raison, il avait l'intention de mettre fin à tous leurs contrats, de les payer généreusement et de les laisser partir sains et saufs. La pièce devint instantanément silencieuse. Maria eut l'air complètement horrifiée avant d'attraper sa lance et de la pointer directement sur Takumi. Elle a déclaré que s'il voulait vraiment les jeter comme ça, il devrait d'abord passer par elle. La pauvre fille s'est complètement effondrée, pleurant en lui criant dessus, parce qu'il pensait même à abandonner la famille qu'ils avaient bâtie ensemble. Sophia réconforta doucement Maria en sanglotant avant de se tourner vers Takumi elle-même. Elle a admis qu'elle comprenait pourquoi il s'inquiétait pour eux, mais sa décision avait profondément insulté tout le monde. Plutôt que de faire confiance aux gens qui avaient juré de se tenir à ses côtés, il avait essayé de les repousser pendant le moment le plus difficile de sa vie. En entendant cela, Takumi se souvint finalement de toutes les promesses que les filles lui avaient faites. Réalisant à quel point il avait été égoïste, il s'excusa sincèrement d'avoir imposé ses propres peurs aux autres sans tenir compte de leurs sentiments. Il a posé une dernière question: resterait-il vraiment à ses côtés et affronterait-il tous les ennemis ensemble? Sans hésitation, toutes les filles ont accepté. Quelques jours plus tard, Takumi compléta le nouveau corps de Titane en utilisant du mithril et de l'adamantite. Le corps amélioré était chargé d'armes, de défense puissantes et même d'une voix appropriée. Mais Takumi n'avait pas fini de satisfaire son enfant intérieur. Il a également construit une énorme version que Titane pouvait piloter de l'intérieur comme un robot géant. L'homme avait officiellement réalisé le rêve de sa vie de devenir un Power Ranger, et il a failli pleurer des larmes de bonheur après l'avoir vu fonctionner. En regardant tout d'en haut, Nolan ne pouvait s'empêcher de penser que Takumi était allé trop loin. À ce moment-là, un de ses assistants arrive avec des nouvelles alarmantes. La soi-disant déesse Anat, vénérée par l'église de la lumière divine, n'avait jamais réellement existé. Cependant, la foi écrasante de millions de croyants donnait lentement naissance à un tout nouvel être divin. Malheureusement, cette existence nouveau-née ne devenait pas une déesse bienveillante, mais un esprit maléfique. Nolan a admis qu'elle craignait ce résultat précis depuis des années. Une fois qu'Annette se serait pleinement manifestée, Sodonia lancerait inévitablement une guerre sainte à travers le continent en utilisant à la fois les héros nouvellement invoqués et la fausse déesse comme justification. Parce que les lois divines empêchaient Nolan d'intervenir directement, elle avait secrètement créé la nouvelle vie de Takumi, espérant qu'il deviendrait la seule personne capable d'empêcher cette catastrophe. Quelques jours plus tard, Takumi et son groupe entrèrent dans un donjon de haut rang pour tester le nouveau corps de Titan. Les monstres à l'intérieur étaient bien plus forts que tout ce qu'ils avaient combattu auparavant, mais Titan résistait sans effort à chaque attaque, tandis que le groupe éliminait rapidement chaque boss d'étage. Grâce à leur formidable travail d'équipe, ils ont atteint le dernier étage en une seule journée. Au-delà des portes massives, un dragon terrestre de rang S les attendait. Au moment où Takumi a vu son énorme corps, il a immédiatement regretté de ne pas avoir amené Mega Titan. Avant que quiconque puisse élaborer un meilleur plan, le dragon fouetta sa gigantesque queue à travers la pièce, dispersant tout le monde. Takumi ordonna à Maple et Titan d'immobiliser la queue. Maple l'enveloppa étroitement avec d'innombrables toiles, tandis que Titan le clouait avec force brute. Sophia l'a percé avec sa lance pour l'empêcher de bouger complètement. Profitant de l'ouverture, Takumi, Maria et Riva ont bombardé le dragon avec une magie puissante, tandis que Titan déclenchait des faisceaux laser dévastateurs qui faisaient exploser d'énormes morceaux de son corps. Sophia remarqua alors que les côtes du dragon étaient exposées, révélant l'un de ses plus grands points faibles. Réfléchissant rapidement, Takumi invoqua Camélia qui frappa directement le dragon et déséquilibra l'énorme bête. Il enduit son épée de magie de foudre avant de la lancer directement dans la gueule ouverte du dragon. L'électricité a explosé à travers le corps de Wobbit depuis l'intérieur, faisant frire complètement le monstre géant. Après être rentré chez lui victorieux, Takumi eut à peine le temps de célébrer avant que le marquis Godwin ne le convoque à nouveau. Godwin a expliqué qu'une région de son territoire restait sous-développée parce que de dangereux monstres empêchaient quiconque de s'y installer.
Takumi reconnut immédiatement l'emplacement car il contenait également de riches gisements de mithril et d'adamantite. Ayant entendu son intérêt, Godwin lui demanda de manière inattendue d'y construire un tout nouveau village. Takumi se demandait presque si les gens avaient commencé à le prendre pour une entreprise de construction. Godwin a expliqué qu'il avait entendu parler du travail incroyable de Takumi dans son ancien village, et qu'il lui avait fait confiance pour répéter le miracle. Son assistant a même présenté des cartes montrant un emplacement idéal au bord d'une rivière et en toute sécurité, à l'écart des habitats d'abeilles monstrueuses les plus denses. Avant que Takumi ne puisse accidentellement accepter, Sophia interrompit tout le monde en leur rappelant que les assassins essayaient littéralement de tuer. Construire une colonie entière attirerait encore plus d'attention indésirable. Takumi lui a dit de se détendre une seconde et a demandé à Godwin pourquoi ce village devait être achevé de toute urgence. Godwin a révélé qu'environ 1 an plus tôt, un autre projet de colonie s'était effondré à cause de nobles corrompus. Des centaines de villageois innocents ont perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance, devenant des réfugiés sans nulle part où aller. Il avait désespérément besoin d'un établissement permanent pour eux le plus rapidement possible. Entendre cela était suffisant pour Takumi. Avant que Godwin ne puisse continuer à énumérer d'autres raisons politiques, Takumi a accepté le poste. Sophia s'inquiétait toujours du danger, mais Takumi expliqua doucement qu'il comprenait exactement ce que signifiait perdre une maison. Lorsqu'il est arrivé dans ce monde, de gentils étrangers l'avaient aidé à survivre. Maintenant, il voulait récompenser cette gentillesse en aidant les autres. Peu de temps après, tout le groupe est arrivé sur le chantier et s'est immédiatement mis au travail. Takumi a érigé d'énormes murs défensifs avec la magie de la terre avant de creuser d'énormes tranchées autour de la colonie et de tout renforcer par l'alchimie. Routes, canaux d'irrigation, exploitation forestière, agriculture, logement, chacun a reçu ses propres missions, permettant au village de se développer à une vitesse incroyable. Après seulement 10 jours, Takumi jugea la colonie suffisamment complète pour accueillir ses premiers résidents et envoya Sophia informer Godwin. Le marquis faillit tomber de sa chaise après avoir appris qu'un village entier était apparu en seulement 10 jours. Il a immédiatement ordonné aux réfugiés de s'y installer. Malheureusement, les réfugiés eux-mêmes s'attendaient à une nouvelle trahison. Ayant déjà souffert de la corruption de nobles auparavant, ils pensaient que le gouvernement les jetait simplement dans un territoire monstrueux pour y mourir. Ces craintes ont disparu dès leur arrivée. Au lieu d'un petit camp, ils trouvèrent une ville pleinement développée avec des maisons robustes, des terres agricoles, des murs massifs et même un château se dressant fièrement au centre. Le capitaine de nuit qui les escortait regarda Takumi avec une totale incrédulité et lui demanda quel genre de monstre avait construit une ville entière en 10 jours. Takumi a simplement ri et a expliqué avec désinvolture qu'il avait préparé des maisons, des bureaux gouvernementaux, des terres agricoles et tout ce dont ils auraient besoin. Pendant que tout le monde se précipitait joyeusement pour choisir sa nouvelle maison, une petite fille nommée Mani restait seule. Sophia s'est approchée d'elle et a appris que son mari était décédé lors du précédent projet d'implantation, la laissant complètement seule. Réalisant qu'il serait difficile de cultiver elle-même, Sophia a suggéré une autre option. Elle a présenté Mani à Takumi et Maria qui lui ont proposé un poste de gestion de la maison de Takumi pendant que tout le monde travaillait à l'extérieur. Le salaire et les conditions étaient excellents, mais Mani refusa immédiatement. Des années de souffrance sous la domination de nobles corrompus avaient détruit sa confiance, et elle supposait que Takumi ne voulait une autre jolie servante que pour des raisons égoïstes. Même si Maria essayait désespérément de défendre son personnage, Takumi respectait sa décision sans discuter. Il lui a simplement dit que l'offre resterait ouverte si jamais elle changeait d'avis. Mani est repartie convaincue qu'elle avait échappé de peu à un autre noble dégoûtant. Elle a même décidé de quitter complètement le village. Malheureusement, environ 5 minutes après être sortie des murs, la réalité l'a frappée au visage lorsque plusieurs dangereux monstres loups l'ont entourée. De retour à l'intérieur du village, Takumi se remettait encore tranquillement de son tout premier rejet dans ce monde lorsque Maple sentit soudain des monstres approcher. La panique s'est répandue parmi les réfugiés, beaucoup pensant qu'ils allaient une fois de plus être sacrifiés par les autorités. Au lieu de cela, Takumi a ordonné au capitaine de nuit de verrouiller les portes et de protéger tous les civils pendant que son propre groupe s'occupait des monstres à l'extérieur. Quelques instants plus tard,
plusieurs villageois se sont précipités pour signaler que Mani avait quitté la colonie. Takumi a immédiatement promis qu'il la ramènerait saine et sauve. À l'intérieur de Megatitan, le groupe a facilement traversé les murs, tandis que Mani courait désespérément vers le village pour découvrir que les portes avaient déjà été scellées. Deux loups s'approchèrent lentement de leur proie terrifiée. Juste avant leur attaque, Takumi est arrivé et les a abattus, lui sauvant ainsi la vie. Peu de temps après, le reste du groupe a fini d'éliminer tous les monstres restants. Toujours secoué, Mani remarqua que Takumi avait subi une coupure au bras lors du sauvetage. Sans réfléchir, elle a immédiatement enveloppé la blessure avec son mouchoir avant de lui demander pourquoi il s'était risqué pour quelqu'un qui l'avait insulté et rejeté. Takumi a simplement souri et a répondu que personne ne serait jamais autorisé à nuire aux habitants de son village. À ce moment-là, Mani réalisa à quel point elle s'était trompée. Accablée par la culpabilité, elle s'est excusée et a demandé si le poste de femme de chambre était toujours disponible. Takumi l'a immédiatement accepté sans la moindre hésitation et tout le monde a accueilli avec joie un nouveau membre dans la famille, toujours grandissante. La nouvelle de la mystérieuse ville fortifiée apparue au milieu d'un territoire de monstres s'est répandue comme une traînée de poudre dans les nations voisines. Lorsque l'empereur de Sidonia en entendit parler, il devint furieux, croyant que le royaume de Bolton contestait délibérément son autorité. Il a immédiatement commencé à envisager la guerre, mais la princesse Elisabeth lui a calmement rappelé que cela n'aurait plus d'importance pour très longtemps. Leurs préparatifs étaient terminés et les héros seraient bientôt convoqués pour assurer la domination totale du continent. Enfin, le rituel d'invocation interdit s'activa. Une vague massive d'énergie magique s'est propagée à travers le monde entier. Takumi et tout le monde autour de lui ressentirent instantanément le mana écrasant. Soudain, il se souvint des paroles de Nolan. Exactement 1 an s'était écoulé depuis son arrivée dans ce monde, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Les 3 héros avaient enfin été convoqués. 3 mois se sont écoulés et, sous l'entraînement brutal de l'Empire Seidonia, les 3 héros invoqués avaient déjà atteint le niveau d'aventurier de rang. Elisabeth, l'effrayante sorcière manipulatrice qui les a entraînés dans ce monde, a finalement annoncé qu'il était temps de montrer au continent les nouvelles armes de l'Empire. Les 2 garçons ne pouvaient pas se contenir, car leur ego était devenu plus grand que le continent lui-même. Ils mouraient d'envie d'exercer leur pouvoir depuis leur arrivée. Akan, cependant, n'était pas aussi excité. Grâce à la bénédiction de Nolan, son instinct pouvait instantanément dire qui méritait sa confiance. Ainsi, même si elle a joué le jeu en surface, elle n'a jamais baissé sa garde. Pendant ce temps, Takumi avait passé ces mêmes 3 mois à transformer sa nouvelle colonie en une ville prospère. Des routes la reliaient aux villes voisines, des commerçants et artisans y avaient ouvert des entreprises, et les habitants acquéraient progressivement de nouvelles compétences. Pendant que Takumi s'occupait de l'administration, ses filles chassaient régulièrement des monstres dans les forêts environnantes. Un jour, Maple tomba sur un étrange monstre ressemblant à un crocodile qui n'avait définitivement pas sa place là-bas. Sophia l'a immédiatement reconnu comme une espèce dangereuse originaire d'une autre région et s'est empressée de tout signaler à Takumi. Elle expliqua que des monstres venus des territoires voisins avaient récemment commencé à pénétrer sur leur terre, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Takumi a immédiatement relié les points. Il avait déjà soupçonné que l'étrange vague de mana de 3 mois plus tôt était causée par le rituel d'invocation du héros. Bientôt, le capitaine de nuit arriva avec une nouvelle confirmation. Il a convoqué Takumi dans la vieille ville pour des affaires de guilde, tout en mentionnant que des rumeurs concernant des héros légendaires apparaissant à l'intérieur du Saint-Empire de Sidonia s'étaient répandues à travers tout le continent. Maria espérait avec optimisme que ces héros pourraient réformer Sidonia de l'intérieur. Mais Takumi savait que la réalité fonctionnait rarement ainsi. De retour en ville, il rendit visite à la guilde des aventuriers pour un briefing. Le réceptionniste a confirmé qu'il y avait bien 3 héros invoqués, 2 garçons et une fille, et que Sidonia les envoyait désormais dans les pays voisins à travers des églises de lumière divine pour démontrer la puissance écrasante de l'Empire. Sur la base des descriptions, Takumi a immédiatement réalisé qu'ils étaient des compatriotes japonais. Avant qu'il puisse trop y réfléchir, le réceptionniste lui expliqua leur véritable mission. L'entreprise de Papek avait de nouveau besoin de garde du corps pour un nouveau voyage dans la capitale royale. Takumi accepta immédiatement. De retour à la maison, Mani a timidement demandé si elle pouvait accompagner tout le monde parce qu'elle détestait l'idée de rester seule. Takumi a d'abord hésité car le voyage pouvait devenir dangereux, mais toutes les filles ont immédiatement soutenu la demande de Mani.
Se voyant à nouveau complètement en infériorité numérique, Takumi se rendit. Pendant ce temps, les 3 héros pénétrèrent dans le royaume de Barkala. Les 2 garçons s'étaient transformés en narcissiques insupportables, pleurnichant sans arrêt parce que leur voiture manquait de suspension adéquate, comme des influenceurs gâtés examinant un hôtel 1 étoile. Ils ont même commencé à parler d'acheter des esclaves elfes, alors qu'ils savaient que Barkala interdisait ce type d'esclavage. Akane se sentait physiquement malade en les écoutant. Son instinct l'avertissait constamment que quelque chose de mal entourait Sidonia, et il ne cessait de lui indiquer la capitale royale de Barkala comme l'endroit où elle trouverait enfin des réponses. Par coïncidence, Takumi et son groupe sont arrivés dans la capitale à peu près au même moment et ont terminé la mission d'escorte de Pepak. Alors qu'ils faisaient leur rapport à la guilde, les héros sont entrés. Agissant comme des célébrités entrant sur un tapis rouge, les 2 idiots ont ordonné avec arrogance à chaque aventurier de s'écarter. Personne n'a apprécié leur attitude. Plusieurs aventuriers expérimentés ont essayé d'expliquer qu'ils devraient faire preuve de plus de respect, seulement pour que les garçons les mettent à plat en criant qu'ils connaissaient leur place devant les héros. Puis, ils ont repéré Sophia et Mani. Leurs cerveaux ont immédiatement cessé de fonctionner. Sans la moindre honte, ils ont demandé à Takumi de leur vendre les 2 filles. Takumi a complètement ignoré ces absurdités et a continué à parler avec la réceptionniste. Le rejet a tellement meurtri l'ego fragile du héros qu'il l'a complètement perdu. Ils ordonnèrent à Sophia et Mani de les suivre, mais les 2 filles refusèrent catégoriquement, déclarant fièrement qu'elles n'abandonneraient jamais leur maître. Cela a finalement poussé le plus petit idiot par-dessus bord. Il dégaina son épée et se précipita vers Takumi. Malheureusement pour lui, Takumi activa calmement l'alchimie et décomposa la lame en débris inutiles avant même qu'elle ne lui parvienne. Les 2 héros autoproclamés sont immédiatement passés de dieux arrogants à des pleurnichards professionnels, menaçant de se venger parce que Takumi avait osé leur manquer de respect. Takumi leur rappela simplement que c'était eux qui avaient violé les règles de guilde en attaquant en premier une autre aventure. Réalisant que toute la guilde voulait maintenant les tabasser, les 2 garçons se retirèrent en leur lançant des insultes enfantines par-dessus leurs épaules. Après leur départ, Akane s'est sincèrement excusé pour leur comportement. En se présentant, tous 2 se sont vite rendus compte qu'ils étaient originaires du Japon. Avant qu'Akane puisse expliquer quoi que ce soit d'important, Takumi lui glissa discrètement l'adresse de son hôtel et suggéra qu'il parle plus tard dans un endroit privé. Cette nuit-là, Takumi a tout expliqué aux filles, y compris comment il avait secrètement invité Akane à lui rendre visite. Au même moment, Akane tentait de se faufiler à travers la capitale avec sa compagne esclave, Lulu, tout en évitant les gardes de Sidonia. Malheureusement, ils ont remarqué sa fuite presque immédiatement. Juste avant qu'elle ne soit coincée, Sophia et Maple sont apparus, l'ont secourue et ont guidé les 2 filles en toute sécurité jusqu'à l'hôtel de Takumi. Une fois que tout le monde s'est installé, Akane a posé la question évidente. Takumi venait-il vraiment du Japon aussi? Cette fois, Takumi a décidé de dire toute la vérité. Il expliqua son invocation accidentelle, les bénédictions de Nolan et tout ce qui s'était passé depuis son arrivée dans ce monde. À sa grande surprise, aucune des filles ne se souciait du fait qu'ils viennent d'un autre monde. Ils l'acceptèrent presque instantanément car pour eux, il était toujours simplement Takumi. Il a admis qu'au départ, il ne souhaitait rien de plus qu'une vie paisible, mais après s'être mêlé à Sidonia et aux héros invoqués, ce rêve était devenu presque impossible. Akane s'est excusé de l'avoir entraîné plus profondément dans le conflit, mais Takumi l'a rassuré qu'elle n'était pas responsable. Sophia a alors carrément demandé ce qui n'allait pas avec les 2 catastrophes ambulantes avec lesquelles elle avait voyagé. Akane expliqua tristement qu'aucun des 2 garçons ne s'était comporté de la sorte à leur arrivée. Leurs personnalités ont progressivement changé au cours de leur séjour à Sidonia. Comme elle n'avait jamais fait confiance à l'Empire, elle purifiait toujours sa nourriture avant de la manger, tandis que les garçons devenaient tellement obsédés par l'entraînement qu'ils ignoraient toutes les précautions. Akane soupçonnait que quelqu'un les avait influencés d'une manière ou d'une autre. Soudain, elle tomba à genoux et supplia Takumi de la sauver, elle et Lulu, car elle ne pouvait plus supporter de vivre sous le contrôle de Sidonia. Takumi demanda maladroitement ce qu'elle avait l'intention de faire ensuite. Akane a admis qu'elle n'en avait honnêtement aucune idée. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'elle voulait libérer Lulu parce que traiter une autre personne comme un bien la dégoûtait. Takumi a immédiatement retiré le collier d'esclave de Lulu en utilisant la magie sacrée. Bien que reconnaissante, Lulu fondit en larmes et s'accrocha fermement à Akane, la suppliant de ne pas l'abandonner. Souriant chaleureusement, Akane lui dit qu'elle ne la perdait pas. Elle voulait simplement qu'ils restent ensemble sur un pied d'égalité plutôt que maître et esclave. Pendant le voyage de retour, Mani et Maria ont servi un ragoût à la crème maison d'Akane.
Le goût familier lui rappela instantanément le Japon, la faisant pleurer car elle n'avait rien goûté d'aussi réconfortant depuis qu'elle avait été invoquée. Une fois rentré chez lui, Takumi rassembla à nouveau tout le monde. Il annonça que cette fois, il avait véritablement l'intention de dissoudre les contrats d'esclavage de chacun. Les filles préparèrent immédiatement un autre cours, pensant qu'ils répétaient la même idée stupide qu'avant, mais Takumi les arrêta. Il a expliqué qu'il ne demandait plus à personne de partir, il voulait simplement que tout le monde reste à ses côtés en tant qu'ami plutôt que serviteur. C'était suffisant pour satisfaire tout le monde. Un par un, Takumi a supprimé tous les contrats d'esclaves, rendant officiellement l'ensemble du groupe égaux. Peu de temps après, il forgea une paire d'épées sacrées uniques pour Akane. Cependant, avant que quiconque puisse les admirer longtemps, un message d'urgence arriva de la guilde des aventuriers. Tous les groupes de rang B et plus étaient immédiatement convoqués car une énorme bousculade de monstres se dirigeait vers la nouvelle ville de Takumi. Sans perdre une seconde, tout le monde se précipita vers la guilde. Là, le groupe des Crocs de Lion attendait aux côtés du maître de guilde Barak. Takumi apprit rapidement que le capitaine de nuit avait demandé des renforts d'urgence, car la plupart des aventuriers de haut rang étaient déjà partis pour d'autres missions. Même si Takumi craignait que les forces disponibles ne soient pas suffisantes, le réceptionniste a déclaré avec assurance que les 3 groupes envoyés valaient plus que 100 groupes ordinaires réunis. Au moment où Real a appris qu'il y aurait un tiers, il a semblé que quelqu'un avait annoncé un examen surprise. Quelques secondes plus tard, Crimson arriva, dirigée par l'intrépide Marilda et son groupe entièrement féminin. Elle a salué tout le monde poliment, tout en prétendant intentionnellement que Real n'existait pas juste pour l'ennuyer. Après le briefing, les 3 groupes sont partis en utilisant la voiture de Takumi. Akane, Lulu et Titan sont restés sur place pour garder le manoir. Pendant le voyage, Takumi a remis à Sophia l'une des épées sacrées qu'il avait forgées, expliquant que les lames jumelles avaient des propriétés complètement différentes. L'épée de Sophia était spécialisée dans la destruction physique, tandis que la lame de Takumi infligeait des dégâts mentaux dévastateurs, même avec de minuscules coupures. Bientôt, ils atteignirent la périphérie de la ville. Takumi pensait au départ que le mur défensif géant leur ferait gagner beaucoup de temps, mais sa confiance s'est évaporée au moment où il a vu des centaines de monstres volants déjà traverser les murs, tandis que d'innombrables monstres terrestres grimpaient comme des fourmis. Réalisant que chaque seconde comptait, tout le monde s'est immédiatement lancé dans la bataille. De puissants sorts magiques déchiraient les formations de monstres, soulageant suffisamment de pression pour que les gardes puissent ouvrir les portes en toute sécurité. Une fois à l'intérieur, les 3 groupes d'aventuriers se séparent pour défendre différents secteurs. Takumi et ses compagnons se sont battus sans arrêt jusqu'au lever du soleil, dégageant finalement leur section. Des villageois reconnaissants sont sortis de leur cachette et les ont remerciés. Takumi a immédiatement chargé Riva et Mani de soigner les blessés, tandis que le reste du groupe s'est dépêché de renforcer les autres défenseurs. En atteignant le mur opposé, Takumi trouva tout le monde regardant la forêt. À la confusion générale, les monstres s'étaient soudainement retirés ensemble en formation parfaite. Des aventuriers expérimentés ont souligné que les monstres n'étaient tout simplement pas assez intelligents pour se coordonner ainsi. Ils ont également expliqué que les créatures avaient fait preuve d'un comportement stratégique inquiétant tout au long de la nuit, attaquant lorsque les aventuriers se reposaient et se retirant lorsque les batailles se retournaient contre eux. Takumi a proposé qu'un leader intelligent les commande. Bien que tout le monde ait eu du mal à croire cette idée, Takumi a suggéré une autre possibilité. Peut-être que le rituel d'invocation du héros avait déclenché des mutations ou une évolution rapide chez certains monstres. Cette explication semblait bien plus crédible. Pendant ce temps, l'empereur de Sidonia a appris la bousculade monstrueuse qui menaçait la nouvelle colonie de Barkala. Voyant une opportunité d'affaiblir un royaume rival, il envisagea d'exploiter la situation. Elisabeth a volontiers suggéré d'aller plus loin en attaquant simultanément les alliés de Barcola afin que personne ne puisse envoyer de renfort. Enchanté par la stratégie impitoyable de sa fille, l'empereur approuva le plan et ordonna aux héros de marcher contre l'une des nations alliées de Barcola. De retour dans la colonie, tout le monde a travaillé sans relâche pour soigner les blessés. Pendant que Sophia montait la garde, Riva arriva avec son déjeuner et se plaignit que Takumi avait recommencé à se comporter comme un idiot complet. Au lieu de conserver les potions de guérison pour les batailles futures, il a continué à les donner aux civils blessés.
À ce rythme-là, il n'aurait plus rien si une nouvelle attaque survenait. Sofia a confronté Takumi seulement pour que l'idiot têtu prétende avec désinvolture qu'il éviterait simplement de se blesser lui-même. Elle savait que se disputer était inutile parce que Takumi accordait toujours plus d'importance à la vie des autres qu'à la sienne. Prenant tranquillement sa décision, Sofia a décidé qu'elle le protégerait même si cela lui coûtait la vie. Avant que quiconque puisse se reposer, Maple avertit soudain que les monstres étaient de retour. Tout le monde s'est précipité dehors. Takumi expliqua rapidement la stratégie. Tout d'abord, il bombardait l'ennemi avec de la magie à grande échelle, puis chargeait pour un combat rapproché. Le plan a parfaitement fonctionné et les monstres ont été repoussés presque immédiatement. Puis, sans avertissement, ils se retirèrent à nouveau. Confus, tout le monde a vu une énorme créature ressemblant à un dragon émerger de la forêt et commencer à dévorer ses propres alliés. Chaque monstre avalé le rendait encore plus grand jusqu'à ce qu'un terrifiant dragon à 2 têtes fasse finalement irruption sur le champ de bataille. Takumi réalisa instantanément que cette créature contrôlait la bousculade depuis le début. Le dragon a immédiatement pris pour cible Sofia. Takumi a à peine réussi à la sauver de l'écrasement, mais Sofia a délibérément continué à attaquer pour éloigner la bête de lui. Furieux, le dragon l'a poursuivie sans relâche avant de la renverser dans une explosion de feu dévastatrice. Heureusement, le reste des filles est arrivé à temps, retenant le dragon tout en libérant tout ce qu'elles avaient. Gravement blessée, Sofia lança son épée sacrée vers Takumi, maniant ensemble les 2 lames légendaires. Takumi libéra leur puissance combinée et finit par tuer le monstrueux dragon. Sofia s'est effondrée immédiatement après. Takumi s'est précipitée, a soigné ses blessures et a demandé avec colère pourquoi elle avait risqué sa vie de manière si imprudente. Sofia a discrètement admis qu'elle voulait seulement le protéger. Combattant ses émotions, Takumi la supplia de ne plus jamais gâcher sa vie comme ça parce qu'il ne pouvait pas supporter de la perdre. Avant qu'aucun d'eux ne puisse en dire plus, les autres arrivèrent avec de bonnes nouvelles. La plupart des monstres restants avaient fui et les survivants avaient déjà été éliminés. Se permettant enfin de se détendre, Takumi s'est immédiatement effondré, inconscient, à cause d'un épuisement extrême du mana. Il s'est réveillé le lendemain entouré de compagnons inquiets, même si Sofia l'observait silencieusement depuis l'extérieur de la pièce, se culpabilisant toujours. Après avoir passé plusieurs jours à aider à reconstruire la colonie endommagée, tout le monde est finalement rentré chez lui. Un énorme barbecue a suivi, mais Sofia est restée inhabituellement calme. Takumi, complètement inconscient comme d'habitude, ne l'a pas remarqué jusqu'à ce que Maria et Mani l'intimident pratiquement pour qu'il lui parle. Portant une assiette de viande grillée, il s'est finalement assis à côté de Sofia et a admis avoir compris qu'elle avait seulement voulu le protéger. Cependant, il voulait qu'elle survive et reste à ses côtés en tant que partenaire jusqu'à la toute fin de sa vie. Les larmes remplirent les yeux de Sofia alors qu'elle promettait joyeusement de le faire. Peu de temps après, Takumi rendit visite au marquis Godwin pour demander officiellement la permission à Akane et Lulu de rester sous sa protection. Godwin approuva immédiatement avant de révéler des nouvelles encore plus sombres. Les 2 héros masculins avaient déjà massacré d'innombrables innocents dans l'une des nations alliées de Barkula, entendant cela bouleverser Akane. Elle se reprochait de ne pas les avoir arrêtés plus tôt. Takumi la réconforta, lui rappelant que ces crimes n'étaient pas de sa responsabilité. Même si elle regrettait encore tout, Akane jura tranquillement que le moment venu, elle se dresserait personnellement contre ces 2 héros corrompus et les arrêterait elle-même. Finalement, Takumi rendit visite à la déesse Nolan une fois de plus. Il lui demanda si l'envoyé 1 an dans le passé avait toujours fait partie de son plan pour préparer l'arrivée des héros invoqués. Nolan sourit, mais refusa de donner une réponse directe. Elle lui dit simplement que l'avenir reposait désormais entièrement entre ses mains. En repensant à tout ce qu'il avait gagné dans ce monde, à ses amis, à sa famille et à l'endroit qu'il considérait désormais comme son chez-soi, Takumi a promis qu'il protégerait tout cela quoi qu'il arrive. En entendant ces mots, Nolan sourit fièrement et souhaita qu'il devienne le plus grand alchimiste que le monde ait jamais vu, car ce n'est qu'alors que ce monde pourrait vraiment rester en sécurité et continuer à prospérer. La leçon de l'anime d'aujourd'hui est donc assez simple. Ne sous-estimez jamais un salarié d'âge moyen qui voulait juste une retraite paisible, car d'une manière ou d'une autre, il finira par construire des villes entières en 10 jours, inventer des toilettes magiques, apprivoiser une araignée géante, rassembler un harem accidentel de fidèles compagnons et devenir le plus gros casse-tête que le Saint-Empire ait jamais connu. Bro voulait littéralement une vie tranquille et est accidentellement devenu le fantasme d'Elon Musk atteint du SSPT. Si vous avez regardé jusqu'au bout, félicitations, vous faites officiellement partie de l'entreprise de construction en constante croissance de Takumi, déguisé en groupe d'aventuriers. Commentaire:
frère. Mon frère voulait juste la paix. Si vous saviez que Takumi n'aurait jamais eu la vie paisible dont il rêvait, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et continuons à intimider ces faux héros plus durement que Takumi n'a intimidé ces deux clowns arrogants qui pensaient qu'être invoqués en faisait les personnages principaux.